Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission avec Position Revue, émission spéciale situation à Nanterre avec le mouvement pour Naël. On en a déjà parlé sur la chaîne, j'imagine que vous êtes au courant, mais j'avais envie de parler un peu avec Position de tout ça pour décrypter comme Hugo, pour essayer de voir un petit peu ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se jouer, quelle perspective, quel piège dans lequel ne pas tomber, les rapports avec 2005, enfin tout ça quoi. Donc on va accueillir Position Revue. Position Revue, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Alors, Et toi? ouais, ouais, carrément, carrément. Est-ce que tu veux commencer par quoi? Peut-être la mise en contexte du meurtre de Naël? Ouais, non, clairement, le contexte, bon, c'est l'intensification des violences policières. On le sait, hein, c'est de pire en pire. On sait que ça a d'abord touché les gens, les banlieues, on va dire les périphéries authentiques du capitalisme, pas les périphéries au sens de Guillouis. Qui sont totalement épargnés depuis toujours par les violences policières. Non, la vraie périphérie, la banlieue, celle qu'on qualifie de barbares parce que clairement, bah voilà, c'est des Noirs et des Arabes, Hmm. donc des gens racisés, des gens infériorisés et des gens considérés qui subissent le suprémacisme. Depuis maintenant plusieurs décennies, Mais à voire propos, plusieurs siècles. À propos de ça, à propos des périphéries, ça me rappelle un bouquin que je vous invite à lire qui est Le droit à la ville d'Henri Lefebvre. Et je me souviens, ça m'avait presque choqué la clairvoyance qu'il avait eue à l'époque, parce que c'est écrit dans les années 60. Et il dit en gros que la banlieue, ça a les désavantages de la campagne parce que c'est pas en ville, et ça a les désavantages de la vigne parce que c'est pas la campagne où on a quand même un rapport euh, je sais pas, il y a de la place, il y a quelqu'un qui gagne le SMIC à la campagne, il va pouvoir se faire un potager, il va pouvoir, je sais pas, pêcher, des trucs comme ça. Alors qu'en fait, à la banlieue, t'as pas ça, mais à la banlieue, t'as pas non plus les avantages de la ville, c'est-à-dire que t'es quand même dans un désert médical, t'as pas les infrastructures qu'il faut, et c'est très vrai du coup de considérer que les vraies périphéries, au final, bah, ce sont les banlieues, quoi. Ce sont pas, c'est pas parce que C'est vous êtes à totalement la 200 banlieue. km du centre-ville que vous êtes la périphérie. Mm. Et c'est totalement la banlieue. Et il y a une époque où, euh, alors si on met encore plus la périphérie extra-métropolitaine, hein, qui étaient les colonies, mais il y a une époque où les bourgeois s'inquiétaient au 19e siècle des faubourgs. Mm. C'est ce qu'ils appellent les faubourgs. Les faubourgs s'excitent, les faubourgs se rebellent, etc. Et si vous regardez la littérature du 19e siècle, notamment sur les émeutes de 1848 ou de Communards, vous verrez à quel point la petite bourgeoisie littéraire, les George Sand, etc., parlaient des communards comme des assoiffés de sang, des bêtes humaines, etc. Vous verrez, c'est pas si loin que ça. Ça, c'est à Donc, mourir de rire parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui se réclament des fois de la commune ou des mouvements sociaux et qui sont apeurés par ce qui se passe actuellement, alors qu'en réalité, dans l'histoire du mouvement social, bah, ça a toujours été des violences, des, ouais. des Parce que destructions. justement, le rapport centre-périphérie, c'est-à-dire intégrer, désintégrer. Euh, Hmm. aujourd'hui, le- la majorité, on va dire, des populations blanches, ouvrières, classe moyenne, etc., sont encore intégrées aux structures normales de reproduction économique, sociale, etc. Euh, Ceux qu'on appelle les barbares, ce sont les désintégrés. Alors, majoritairement, c'est des gens racisés qui, en plus d'être désintégrés économiquement, ne n'ont jamais été vraiment intégrés. Et d'ailleurs, cette logique d'intégrationnisme est fondamentale dans la porosité dans l'espace qu'on leur laisse, en fait. C'est faut s'intégrer, etc. Donc, ils sont désintégrés sur le plan économique, social, etc. Et puis, en plus, ils subissent le racisme, qui est une autre structure, qui n'est pas simplement la désintégration, et qui est quasiment la déshumanisation, comme on la voit. Ce qui est incroyable avec le Euh, racisme, en plus, c'est que ça permet de pointer du doigt la désintégration de gens dont on a produit la désintégration, c'est-à-dire qu'on fait tout pour ne pas intégrer
les populations des banlieues, et après on dit ah regardez, ils se referment sur eux-mêmes, le séparatisme, alors que c'est la République bourgeoise et le capitalisme qui créent du séparatisme. Évidemment que quand on n'a pas accès, Ouais. quand on n'a pas de perspective sociale, on s'intègre moins, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on disait oui dans les années 60 les gens s'intégraient mieux, bah oui parce qu'il y avait plus de perspectives sociales aussi pour les immigrés en France qu'aujourd'hui. C'est ça, en fait, clairement, on va. C'est pas c'est fait exprès ou pas fait exprès, c'est que les politiques néolibérales, à un moment donné, enfin les politiques libérales keynésiennes, elles sont orientées vers le plein emploi, etc., sans être parfaites, mais elles sont orientées vers résoudre les contradictions de surproduction du capitalisme, sont orientés vers le plein emploi, vers la formation. Donc il y a un effet d'intégration via les forces productives. Alors à la fin, c'est toujours pour la rente du capital, hein. C'est pour ça que à un moment donné, ces structures rentrent en crise. Et ensuite, quand on est rentré depuis les années 70 dans une phase néolibérale, bah là, effectivement, le côté intégration devient beaucoup plus individualiste, beaucoup plus concurrentiel. Et dans un climat concurrentiel, forcément, les structures raciales, les structures de genre, etc., les structures symboliques en règle générale redeviennent prédominantes, quoi. Et c'est marrant parce que du coup il y a tout un tas de tartuffes qui, face à un des marqueurs de cette désintégration qui est le repli identitaire vers des cultures plus familiales, vers les cultures des ancêtres, notamment l'islam, vont dire ah ouais mais il faut les empêcher, du coup il faut interdire tous les signes de l'islam, alors que en réalité si on veut qu'il y ait une culture plus commune qui se crée, il faut qu'il y ait une perspective commune. Quand on n'a pas de perspective commune, forcément, si les gens ils ont aucune perspective de vie, aucune perspective commune avec le reste de la population française, qui se sentent mis à l'écart, qui se sentent abandonnés, et ben eux ils se tournent vers ce qui marchait dans le temps, ce qui était les idéologies de leur famille, les cultures de leur famille, donc ils se mettent à fantasmer aussi parfois un peu ces identités-là, et ils font revivre en fait ces identités-là, quoi. Donc le Ouais, mec ouais. qui dit oui, on va interdire l'islam, ben, vous pouvez interdire l'islam, à part continuer à créer de la désintégration et pour le coup du repli sur soi, ça fera strictement rien, quoi. C'est pas comme ça que les gens vont évoluer vers une culture commune. Clairement. Euh, et en fait, c'est même plus que ça, c'est que la culture commune est une culture majoritaire. Euh, à un certain stade, quand les gens sont là depuis des années, voire des siècles, etc., cette culture majoritaire devient une suprématie. Donc, les gens n'ont pas à s'intégrer ou à voilà, on a la question de savoir si l'islam est compatible avec la France ou pas sont vraiment des questions réactionnaires. Il n'y a pas un sujet collectif dans lequel certains doivent s'assimiler et dans quel Bien sûr. dans quel autre certains doivent rester. C'est pour ça que je parlais de Je crois que perspective commune, tu vois. Je parlais pas de, voilà, c'est je ça. sous-entendais Là, pas la qu'il question fallait que les musulmans deviennent des Français, des vrais Français, ou comme des si les musulmans n'en athées étaient pas. ou voilà ou C'est pas le d'ailleurs problème. Mais je veux dire, quand on regarde dans le même sens, on crée aussi une culture commune, quoi. Quand on regarde chacun de son côté et qu'on dirait c'est la faute des Arabes quand même, bah forcément, il y a un repli identitaire, un fantasme aussi parfois. Il y a des mecs qui sont nés en France, qui n'ont jamais connu le bled, qui n'ont jamais connu vraiment des parents qui étaient très pratiquants, et qui retournent vers une pratique. Il y a une forme de fantasme identitaire, comme on retrouve à droite mais aussi, c'est avec des pareil gens en qui fait, retournent dans la messe en latin sans rien comprendre, quoi. Exactement, c'est pareil pour les Blancs. Clairement, la désintégration des perspectives collectives et on va dire des projets de société collective, que ça peut être le communisme, le socialisme, etc. Mm. À un moment, ça s'est aussi incarné dans des phases historiques, le nationalisme qui pouvait être ni vraiment progressiste, mais pas encore totalement réactionnaire, etc. En plus, il y a les pays du Sud qui ont eu des perspectives nationales de décolonisation. Bon, là, la phase néolibérale a un peu détruit ça, et en fait, le retour identitaire euh, fantasmé, bah oui, effectivement, nos petits éditorialistes réactionnaires et conservateurs ne le voient que quand tu as des gens qui se retournent vers l'islam, mais pas quand c'est
des étudiants d'école de commerce qui se remettent à boire du vin de pays et à acheter de la charcuterie traditionnelle. Mm. Euh, Non, mais c'est exactement ça. clairement, je pense que les gens jugeront, mais il y en a un, ça reste quand même un business, l'autre, ça reste quand même une spiritualité, donc le choix, il est quand même vite fait. Donc non, voilà, donc on vient à cette situation, voilà, on a un meurtre de plus. Je sais pas trop quoi dire, j'ai pas trop envie d'insister. Enfin, le truc est dramatique, il y a les images, etc. Tout le monde les a vues, je pense que ça sert à rien de le redire. Au-delà du meurtre, ce qui est dramatique, je trouve, c'est la, tu sais, le faux procès verbal et tout. Enfin, c'est des choses qu'on dénonce depuis longtemps, mais d'habitude, quand t'as pas de preuves, t'es baisé parce que les mecs sont assermentés et ils disent ah bah non, non, ça s'est passé comme ça. Mais là, on voit qu'il y a un meurtre de sang-froid. Et après, qu'il y a que les policiers se couvrent, quoi. Alors que bah, ça serait passé, je veux dire, sans cette vidéo. Naël, on aurait dit bon bah voilà, il est mort, c'est un gars qui s'est barré, qui a voulu tuer un policier, le policier lui a tiré dessus quoi, parce que c'était la version officielle quoi. Donc c'est extrêmement C'est grave, ça ça. met en jeu toute l'institution quoi. C'est extrêmement C'est dérangeant. ça. Et c'est là où, là, c'est ça qui est important si on veut finir sur le contexte, c'est vraiment l'institutionnalisation d'une police fasciste. Euh, et fasciste de manière systémique. C'est-à-dire, l'avocat du policier là, qui a tué nous dit, alors c'est peut-être une stratégie de défense, hein, j'en sais rien, mais euh, il est désolé, euh, il est au fond du trou, je sais pas quoi. Il Hmm. avait jamais tiré, même quand il était à l'armée, il avait jamais tué personne, il avait jamais tiré, Ouais, etc. mais c'est peut-être vrai. Et, et ben, c'est sûrement vrai en fait. Et je pense que c'est le fond, c'est le fond de la chose. Il y a un type qui, à un moment donné, s'est cru euh, en position de braquer son flingue sur quelqu'un sur la route et de lui dire tu vas prendre une balle dans la tête jusqu'à tirer. Hmm. Et puis bah, il revient au réel, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Et je vais prendre, j'espère, 20 ans de prison, voilà. Euh, euh, et le gars il est au fond du trou. Et c'est vraiment ça le systémique, c'est-à-dire qu'on a euh, quand on dit les policiers au ACAB, etc., ça veut pas dire ils sont tous fondamentalement et essentiellement des bâtards. Ce qui veut dire, c'est que ils sont tous amenés à se comporter comme des bâtards. Hmm. C'est ça le système. C'est Bien sûr. vous faites rentrer le gars le plus, on va dire, normal, l'uniforme, les horaires de travail, les discussions au café, etc., fait qu'à un moment donné, ces mecs-là se sentent en danger quand ils sont pas entre blancs, quand ils sont même pas entre eux, quand ils sont dans certains quartiers plutôt que dans d'autres, etc. Hmm. Et, euh, et donc toutes les politiques, hein, et puis on l'a vu, hein, là les lois Cazeneuve, là sur la légitime défense, etc. Enfin, on en a beaucoup entendu parler. Euh, Tout en plus les lois, les dispositifs, bah, fait que oui, on est passé d'une police qui n'avait pas le droit de tirer, quasiment, même si elle tirait déjà ou qu'elle tuait déjà, mais voilà, à une police qui tire à bout portant en pleine journée, en pleine rue, en circulation C'est hallucinant, ouais. sur une personne. Mais tu vois, C'est, et euh, là, on est dans la fascisation de la police ce qui est marrant, hein, on y reviendra peut-être, mais il y a une phase, hein, là, où tout le monde repense à 2005, Ziad Bouna, bah oui, 2005, c'est peut-être effectivement euh, un des moments de la fascisation moderne de la police qui est authentiquement un processus fasciste, hein, la police nationale dans ses traits. Quand c'est toujours pareil, hein, on va finir peut-être là-dessus, mais quand les gens disent ouais, vous êtes contre la police nationale, donc vous voulez qu'il n'y ait pas de police. Mais enfin, il y a mille façons de faire euh, pas de la police, mais justement, il y a mille façons de faire du contrôle, de la répression, que ce soit local, que ce soit démocratique, etc. Enfin, il y a mille façons de le faire. Personne ne dit, on imagine une société où il n'y aurait aucun mode de répression collective des
penchants individuels, voilà, violents. Et quand on dit que la police nationale, c'est sa structure, sa façon d'être délocalisée, étatisée, non démocratique, etc., qui fait que c'est un corps en soi, que c'est un sujet en soi, qui s'interpénètre partout et qui est toujours une forme d'extériorité. Il n'y a pas que dans les banlieues. Quand vous êtes en campagne, en ruralité, un rond-point où vous passez tous les jours, et puis s'il y a la police, vous arrivez, vous voyez au loin, il y a la police. Moi, c'est pour avoir vécu en ruralité autant qu'en milieu urbain. Bah, ce rond-point-là, c'est plus le même Bien sûr. espace, quoi. Bien C'est sûr, bien sûr. putain, ah putain, j'arrive au rond-point. Allez, je remets mes mains à 10h10, je baisse les yeux, j'espère qu'ils vont rien me trouver. Et c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Et la police n'est pas une structure normale. C'est une structure invasive, répressive, violente, etc. Et pour les blancs, ça reste encore, tu vois, des, des contrôles. Ça reste des contrôles de véhicules, etc. Ça dépend des populations. Et voilà, pour les gens en banlieue, pour les gens racisés, c'est des questions de vie ou de mort. Voilà. Ouais, mais tu... Et clairement, hein, clairement Zied Ebouna, il y a 18 ans, en 2005, euh, il court pour ne pas se faire attraper par la police, tu vois, le dispositif, et puis il s'enferme dans un transformateur électrique et il y a un accident. Ils sont morts via le dispositif systémique de la police, il n'y a pas de problème avec ça. Toute personne qui a eu affaire un jour à la BAC sait que si tu peux courir pour pas qu'il t'attrape, il faut le faire. Voilà. Mais voilà. Là, 18 ans après, c'est quelqu'un qui lui tire dessus à bout Hmm. portant. Ouais, ouais. On a passé Ah bah, c'est un cap, ouais. on a passé un cap. Oui, parce que même, tu vois, Adama, c'était un plaquage ventral, je crois. Ouais. C'était les flics qui entraînaient la mort. Mais par contre, il lui tire pas dessus à bout portant. Là, le gars, il lui dit, je vais te tirer une balle dans la tête. L'autre mec lui dit, shoot-le. Il lui tire dessus, quoi. Enfin, c'est complètement dingue comme truc, quoi. Quand il pense, Très bien. Tu vas prendre une balle dans la tête. il sait très bien ce qu'il Et, fait, le mec, tu vois. et ben, il est dans son dispositif, quoi. Il Hmm. est, je suis, je suis face à un ennemi. Et Oui, ça, c'est ça. C'est ça. c'est là où la fascisation de la police. Il n'est plus face à un délinquant. Un délinquant, c'est un comportement. C'est la police est là pour le prévenir. Voilà, si on essaye d'être dans la logique, enfin dans leur code, en fait. Non, la réalité concrète, c'est qu'ils sont face à des ennemis qu'ils ont essentialisés, donc racisés, etc. Et, Mais en et plus, ils tu sais, tuent. le Et truc d'ailleurs, la de. défense, et d'ailleurs, juste pour finir, d'ailleurs, c'est tous les axes de défense et les axes de dispositifs législatifs qui sont mis depuis 10-15 ans. À chaque fois, ils viennent chercher la légitime défense. Hmm. Maintenant, ils tuent et ils disent, oui, mais si on a tué, c'est que c'était lui ou moi. Et là, Hmm. derrière, il y a de la politique derrière. Là, il y a la politique fasciste. C'est là où c'est pas les policiers qui sont devenus fascistes. C'est l'ordre politique qui est devenu fasciste. Zemmour, Le Pen, etc. Ils n'ont pas convaincu des policiers. C'est eux-mêmes qui sont des débouchés à cette mentalité policière. Hmm. De côté de c'est eux ou nous. Tu vois, Hmm. c'est eux ou nous. Oui, mais En c'est sur ça que politique, surfent les c'est droitards égal, d'ailleurs absolu. actuellement. C'est Lola ou Naël, enfin, Exactement. comme si on avait C'est à eux ou choisir entre deux personnes c'est décédées. ça. Enfin, Et les deux sont tu vois, les deux sont rapport de vie ou de mort. hmm. C'est eux ou nous, euh, euh, le grand remplacement, notre civilisation qui va mourir. Et c'est lui ou moi, le policier avec l'interpellé. Soit je tire, soit il tire. Alors qu'en plus, jusqu'à preuve du contraire, personne n'était en danger là sur le refus d'obtempérer. Et en plus de ça, bah, tuer un mec qui, du coup, décède en s'appuyant potentiellement sur la pédale d'accélération, je vois pas en quoi ça permet d'être mieux pour les piétons, quoi. Enfin, le truc de oui, mais c'est parce que sinon il va écraser un piéton. Je pense même qu'il y a peut-être moins de chances qu'il écrase un piéton en se barrant que si tu commences à le buter ou à le blesser pendant qu'il conduit, quoi. Non, puis, enfin, à ce moment-là, si tu commences à agir avec trois si dans une phrase, si tu laisses partir un gars que tu lui tires pas une balle dans la tête, Hmm. euh,
Mm. Tout est possible, quoi. Mais Ah tu... ouais, mais il a fait un excès de... Voilà, il a failli écraser un gars, donc si je lui mets pas une balle dans la tête, il va peut-être le refaire, il va peut-être tuer des gens, aller en prison, et s'il va en prison, il va se faire radicaliser, et après, il va devenir islamiste, et après, il va faire des attaques au Bataclan. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà, ouais. Mais tu tu vois, vois, tu parlais de dynamique fasciste, mais c'est intéressant parce que ça, il y en a des gens de bonne foi qui comprennent pas, parce qu'en plus, on connaît tous dans notre entourage ou via des amis, des gens qui sont dans la gendarmerie, dans la police, des trucs comme ça. Et c'est pas forcément des mauvais bougres, c'est pas ça qu'on est en train de dire, c'est que réellement, il y a des pressions et des. Enfin, l'institution forme la mentalité des gens, quoi. Malgré eux. Alors il y Ah a bah des oui. gens qui viennent dans la police, déjà je pense que la police sélectionne des gens qui aiment bien la baston, il y a des gens qui sont déjà fascistes avant d'entrer dans la police, ça Ah c'est oui, il sûr y et a une certain. dialectique entre les deux, effectivement. Mais aujourd'hui, t'as des témoignages comme ça de mecs qui disent: ah, je suis rentré dans la police. Soit si tu restes de gauche, au final, tu te fais à moitié harceler. Soit tu deviens autoritaire parce que t'es en sous-effectif, parce que on te forme aussi à certains modes de trucs autoritaires qui font monter la sauce. Parce que là, par exemple, on voit des révoltes et on va dire: ah oui, les banlieues, c'est des gens violents. Mais en fait, c'est le mode de répression policière qui fait augmenter la sauce jusqu'à preuve du contraire. Il y avait pas des révoltes avant que Naël se fasse tuer, quoi. Donc c'est totalement inverser le truc de dire il faut que la police soit plus violente pour qu'il y ait moins de violence dans les banlieues, alors que plus la police est violente, plus ça crée de violence dans les banlieues, quoi. C'est vraiment un cercle vicieux ce truc-là, quoi. Hum. Et je voulais aussi revenir sur le fait il y a 15 jours, il y a eu un Guinéen vers Angoulême qui s'est fait tuer aussi sur un refus d'obtempérer, et que l'histoire, c'est pareil. Alors là, on n'a pas de vidéo, mais je trouve que ça met en jeu, potentiellement, on verra ce que dit l'enquête, mais l'enquête en général, quand c'est l'IGPN qui l'a fait, c'est pas incroyable. Potentiellement, il y a aussi des structures raciales qui sont en jeu. Le gars, c'est un Guinéen de 19 ans, qui est pas connu des Et pas services de police. potentiellement. Oui, 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 mais À partir du moment où il y a un acte de police, il y a forcément des structures raciales en jeu. oui, Là, mais faut... là, ce que je veux dire, c'est que les policiers, je pense que quand ils voient un noir à 4 heures du matin en voiture, ils trouvent ça louche déjà, tu vois. Et Mais oui, il y a donc tout c'est qui. pas potentiel, Oui, c'est a voilà, il priori. trouve ça louche, alors que le mec, en fait, bah, c'est un immigré, donc il a un job d'immigré, donc un job qui commence à 4h30 du mat. Enfin, c'est typiquement le genre de type où la droite dirait: ah oui, il est méritant si c'était un mec blanc et tout. Et en fait, on lui tire dessus. C'est parce que tu disais Oui, potentiellement, oui, bien sûr. T'as il y a raison, t'as des raison. rapports de maintien du taux de profit entre un cadre et un ouvrier, tu Mm, vois. Non, en fait, a priori, ça sert à ça. mm. Et donc, a priori, dès qu'un policier intervient sur une situation, il intervient avec ses structures racistes et ça va avec les structures, oui, oui, racistes, pas que, hein, mais Mm. racistes. Il y a un espèce de racisme aussi anti-pauvre. Hein, Mm. voir comment les policiers parlent des cassos ou tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a Mais- pas que. Voilà. Mais toutes ces structures-là, quand ils arrivent sur une situation, elles se mobilisent. Et donc, effectivement, tu es à 4 heures du mat. Donc, déjà, on va dire, tu as la structure de l'ordre. C'est pas normal qu'il va se déplacer. Donc, quand ils interviennent à 4 heures du mat par rapport à quand ils interviennent à 16 heures de l'après-midi, ils sont déjà pas dans la même, tu vois, dans la même dynamique. Parce qu'ils disent à 4 heures du mat, les gens ils dorment. Donc, tu vois, il y a cette mentalité du couvre-feu aussi. Hein, tu Oui, vois, oui, c'est de oui. l'ordre, tu vois. Et puis bah après, ils voient qu'il y a à l'intérieur. Ah, alors après, non, ils vont regarder tu vois ce que je veux dire? Ils vont regarder la structure de la voiture. Ah tiens, c'est une voiture ancienne, pourrie, etc. Ou voir l'inverse, c'est une grosse bagnole, tu vois. C'est Donc louche, déjà, ils ouais. vont, tu vois, voilà. Et puis bah après, bah là, c'est la finale. Alors c'est un arabe ou c'est un noir à l'intérieur, etc. Tout seul, ou alors ils sont nombreux en bande. Ah bah là, tu vois. C'est pas la même chose c'est un arabe avec sa famille à 4 heures de l'après-midi qui sort d'une zone industrielle, tu vois. Mm. Donc c'est ça le systémique. À un moment donné, c'est le croisement. Mais à chaque fois, c'est là où c'est fondamental, la structure raciale, elle est toujours là. Et puis il y a des moments où elle s'exacerbe un max. Et là, le petit Naël, il en a fait les frais. Ouais, mais là, Al-Hussein Camara, le Guinéen dont je te parle, qui est Et le décédé, Guinéen, c'est une il- camarade. on t'explique texto qu'il a fait un refus d'obtempérer, qu'il aurait fait un refus d'obtempérer, mais qu'il s'est arrêté au feu rouge. Tu vois, enfin, l'histoire elle est très très bizarre quand même. Tu vois, enfin, qui se barre et s'arrête au feu rouge.
Donc est-ce que ils avaient, je sais pas, un brassard, les policiers? On peut se poser la question parce que c'était comme, tu sais, Nordine et Meryl, c'était pareil. Il y avait pas de brassard, donc il y a des gens qui t'arrêtent, ils ont pas de brassard, tu continues en fait. Enfin, tu sais pas qui c'est. Il s'arrête au feu rouge. Il aurait foncé sur un policier ou je sais pas quoi. Enfin, un policier a dit qu'il avait été, qu'il s'était senti en danger de mort et puis lui tire dessus quoi. Le mec a le permis, il a pas de casier, il va au boulot. Pourquoi est-ce qu'il irait foncer sur un policier? Enfin, c'est super bizarre comme histoire, tu vois. Et là, il n'y a pas de vidéo Ouais, ça tient pas la route. et il y aura rien qui sera prouvé parce que il y aura le témoignage assermenté qui fera foi et personne n'a vu la scène et puis c'est finito, tu vois. Donc c'est vraiment un problème qui arrive souvent, quoi. Enfin, je crois que c'est arrivé 16 fois là depuis un an. Enfin, c'est incroyable comme truc. C'est un mode normal. Donc c'est le mode normal fasciste d'une 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 structure qui se croit euh, garant de l'ordre absolu, qui se croit plus pur que les autres en termes social, en termes raciaux, enfin voilà, et qui de fait est investi d'une mission presque métaphysique. Et c'est là où, hein, où on rejoint le fascisme, etc. Il y a des logiques comme ça, idéologiques, qui fait que bah, quand elle agit, elle a toujours raison. Mm. Elle a toujours raison. Et maintenant, il y a des dispositifs légaux qui vont vers ça. Et puis, il y a des dispositifs idéologiques, corporatistes, qui font que, comme tu dis, s'il y a une caméra, on détruit les bandes. S'il y a, enfin, ça va être un jour intéressant, le jour où, par dialectique, la police va être obligée de- comment dire, d'enlever les caméras de surveillance dans les villes, parce qu'en fait, on verra que c'est plus souvent des agressions de flics contre des gens que des agressions de gens contre d'autres gens, tu vois. Donc, à un moment donné, on aura des conservateurs de droite. Il y aura tellement un esprit policier et fasciste en centre-ville pour protéger les bourgeois que il y aura plus besoin de caméras, même elles seront problématiques, quoi. Mais c'est déjà, ouais, quand on parle des lois là pour arrêter de filmer les flics, c'est déjà ça, ça. hein. C'est Et ça. encore une fois, le truc là avec le Al-Hussein Camara, la caméra du flic, malheureusement, n'avait plus de batterie, tu vois. Enfin, c'est très très étonnant, tu vois. Elle a pas Ouais, pu bah filmer. oui. Donc les mecs, en fait, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est assermenté. La caméra marche pas. Enfin, c'est hallucinant comme truc. Batterie faible, quoi. On va Pas de finir, ouais, lumière. on va finir comme en Russie à avoir des caméras dans toutes les bagnoles et puis à tout filmer en fait, parce que sinon, tu C'est peux ça. plus, Bah, enfin, ça devient dangereux quoi. et c'est là justement ce que tu comprends d'être dans un pays fasciste. C'est que tu dois assurer ta protection toi-même, Tu quoi. peux compter que sur toi-même, c'est ça, l'État C'est que tu préfères euh, te, te, te faire agresser et te débrouiller avec ton agresseur que d'aller porter plainte à la police, quoi. Tu vois, c'est ouais. problématique, quoi. Bon, du coup, on a fait le contexte peut-être. Ouais, je pense qu'on a bien fait le contexte d'une police bien fasciste. Forcément, ça a provoqué des réactions. Certains disent des émeutes parce que quand c'est des révoltes avec des Noirs et des Arabes, c'est des émeutes. Oui, Euh, attention, ce ne sont pas des révoltes, ce ne sont pas des grands réveils comme l'étaient les Gilets jaunes. Voilà. Ce sont des émeutes, du lumpen. des invasions barbares, voilà, mues par des gens qui n'ont pas de cerveau et qui font ça pour s'amuser bêtement. Mais t'avais tweeté un truc intéressant. T'avais dit, bon, les gens condamnaient, enfin les bourgeois condamnaient les gilets jaunes, mais ils leur reconnaissaient un rôle de sujet, Oui, tu vois, d'avoir une vision du monde. Et là, on a l'impression que les mecs, ils sont décrits comme des animaux et que ce qu'ils font n'a pas de sens et n'est pas l'expression de quelque chose et d'un sujet c'est collectif, quoi. exactement ça, la déshumanisation et la dépolitisation. On l'a dit dans nos comment dire, dans nos analyses sur le matérialisme dialectique. Qu'est-ce qu'on reconnaît à un sujet politique, à un sujet collectif, à un sujet en général? C'est la signification de ces actes. Alors, plus ou moins ouais, clair, lisible, etc. Le processus d'animalisation, d'infantilisation, de psychiatrisation, c'est ôter la signification à un acte. C'est de dire non, mais lui, il sait pas ce qu'il fait. Et ça, en politique, c'est absolument c'est un clivage qui est au-delà du clivage idéologique. C'est vraiment un clivage
il y a des gens qu'on peut considérer et des gens qu'on peut pas considérer. Mm. Et même les gilets jaunes, quand certes il y avait même la gauche qui n'était pas pour, etc., leur reconnaissaient leur état de sujet politique. Oui, c'est du poujadisme, oui, c'est de l'extrême droite. Enfin, tu vois, c'était quand même des acteurs politiques qu'il fallait soit défendre, soit combattre. Au début, c'était combattre, où il y avait de la discussion. Là, c'était. Voilà. Là, dans le cas d'aujourd'hui, il y a un processus, et surtout les médias, parce que les médias adoraient les gilets jaunes d'ailleurs au début, parce qu'ils avaient l'impression que c'était pas des gauchistes. On remarquera les gilets jaunes, hein, euh, quand ils se disaient apolitiques, ni droite ni gauche, les médias les adoraient. Les médias de droite, hein, c'est là où on voit que ni droite ni gauche, c'est ni gauche ni gauche. Et puis quand ils ont commencé à devenir politisés, à avoir des revendications un peu sociales, politiques, etc., un peu plus progressistes, là c'était devenu des casseurs, quoi. Et moi, Donc, ce qui me tue vraiment. et d'ailleurs, le discours de l'extrême droite, c'est oui, mais ils ont été infiltrés. Oui. C'est pas les vrais gilets jaunes. Tu vois, Ouais. c'est. Donc, Mais il y a une et- idéalisation des gilets jaunes. Les mecs, ils ont, enfin, les gilets jaunes, l'acte 3, 4 et tout, il y avait des pillages de magasins sur les alors, Champs-Élysées. Et aujourd'hui, on dit oui, mais machin, ils pillent des Lidl et tout, c'est pas bien. Mais les gilets jaunes aussi, enfin, les gilets jaunes, alors c'était peut-être pas des Lidl, mais c'était des Adidas, des magasins comme ça, quoi. Enfin, non, c'était même pas les gilets jaunes. C'était des black blocs dans les gilets voilà, jaunes, voilà, voire voilà. même des racailles de banlieue qui venaient dans les gilets Voilà, jaunes. voilà. Tu vois, c'était déjà les mêmes gens qu'on voit là, mais qui venaient dans les gilets jaunes, qui mettaient un gilet jaune pour pouvoir faire ça. Tu vois, Ouais, c'est si exactement on ça. va bien. C'était déjà racial, mais oui, alors pourquoi ça a été idéalisé pourquoi ça a été idéalisé? Ben, parce qu'en fait, la séquence, je pense qu'il y a vraiment une séquence qu'il faut penser. On l'a dit avant. Il y a une séquence gauche-droite, hein, fondamentale dans la structuration politique, idéologique et des gens qui petit à petit sont devenus, dont le processus électoral était devenu commun, sorti de la guerre, etc. Petit à petit, ce clivage gauche-droite qui avait du sens, socialiste et communiste d'un côté, gaulliste, libéraux de l'autre, bonapartiste, etc. Enfin, on peut reprendre les catégories. Euh, il s'est confondu. Hein. Le moment des années 80-90, c'est là où justement ça se confond, la droite, la gauche, plus personne ne voit vraiment la différence, etc. Pour les raisons de normalisation néolibérale, les changements de structuration matérielle, enfin pas la disparition, mais la diminution du poids des ouvriers, l'augmentation du tertiaire, l'augmentation des couches intermédiaires, cadres, professions intermédiaires. Bon, tout ça fait qu'à un moment donné, le clivage gauche-droite issu de 45 devient totalement inefficient et il se confond dans le même rapport à l'économie. Et puis Et c'est là où on voit apparaître. issu du Fordisme aussi, le clivage gauche-droite. Exactement, Le issu fait du qu'il y ait plein Fordisme. d'ouvriers qui soient pas représentés, ça crée des gens de gauche radicales, hein. Exactement. Et donc, la fin des années 90-2000, on a une forme de gauche et de droite confondues qui commence L'UMPS. à. L'UMPS, on appelle ça. On le voit d'ailleurs, l'émergence du Front National qui appellera ça l'établissement, tu vois, Mm. en allemand, comme par hasard. Mais, tu vois, et c'est là où on voit justement toute la profusion des critiques du système. Tu sais. C'est le système. Oui. Alors, bon, bah, voilà, tu as tout le rouge-brunisme, et puis tu as t'as tout un champ de gens assez centraux, etc., mais qui commencent à être dans la critique du système, libéralisme libertaire. Donc, tu vois, tu vas avoir Marianne, Michéa, etc. Parce que, en Soral. fait, Soral, mais Soral encore plus radical, parce que lui, hein, il remonte ça à l'invasion des francs-maçons et des juifs pendant la Révolution française. Bon, bref. Ouais. Mais c'est là où on voit toutes ces critiques-là. Et Clouscar, par exemple. Mais Clouscar, lui, il l'a anticipé. Il l'a vu, voilà. Et la resurgence de 72. Clouscar, c'est les gens qui disent regardez, Clouscar, il a raison. Mais si on va par là, il n'y a pas que Clouscar. Hein. Régis Debray avait écrit dans les années 70 justement là-dessus. Enfin, et lui, il est resté sur cette ligne-là. Bon, donc il y a une forme d'efficience, de critique, on va dire, du même bain sociologique, idéologique des libéraux du PS et des libéraux de la droite. Cette séquence-là, elle s'arrête en 2002. Alors c'est paradoxal, elle s'arrête
justement quand ils se réunissent vraiment. Il y a le barrage républicain contre Le Pen, etc. Oui. Et là, du coup, les deux partis se rendent compte que l'UMP et le PS se rendent compte que on va dire le moment tranquille euh, euh, est passé et donc on est dans une confusion droite-gauche qui a fait émerger justement le pôle identitaire populaire. Donc il y a à ce moment-là trois pôles en fait, hein. Quand Mélenchon parle des trois pôles, en fait en 2002, il y a ces trois pôles qui sont déjà là. Hein, il y a un pôle MNR-RN hein, qui fait 20%, il y a un pôle Chirac, etc., qui fait 20-25%, puis il y a un pôle de gauche éclaté avec Jospin qui passe pas justement parce que c'est éclaté. Donc ça naît à ce moment-là. Euh, et là, du coup, 3 ans après, on a les banlieues. On a les émeutes de banlieue. Donc l'insécurité, l'identité, etc., commence à émerger là. Et quelle est la réponse à ça? C'est justement le camp de droite qui vient sur les terres du RN, Sarkozy, et qui fait naître justement la logique raciale, identitaire, etc. Donc ce qu'on est en train de voir là, les réponses de Zemmour, de machin, enfin, c'est du sarkozysme réchauffé. Bah, de toute façon, oui, Darmanin, c'est exactement ça. Hein. De toute façon, c'est un sarkozyste en plus, réellement un sarkozyste, mais c'est du réchauffé. Exactement. Donc là, il y a une similitude. Après, la différence, et c'est là où peut-être c'est des perspectives euh, d'espoir, la différence, c'est que quand Sarkozy fait ça, l'espace, ouais, les couches moyennes, encore intégrées économiquement et on va dire blanches, quoi, voilà, n'est pas encore en crise. Tu vois, le travailler plus pour gagner plus, les discours de Sarkozy, etc. Il commence à être en crise, pas encore Voilà, il beaucoup. commence à être en crise, mais il n'en prend pas vraiment conscience. C'est Il avant commence à être 2008 en plus. crise. Il est C'est élu ça, avant hein? 2008. Il est élu avant 2008 en plus, avant la Ouais, crise. il est né en 2007, il est là-dessus. Donc en fait, le 2005 et 2002, c'est vraiment une restructuration idéologique. C'est-à-dire que pur, il n'y a pas encore l'aspect matériel. Il n'y a pas eu la crise financière, il n'y a pas encore de crise fondamentale, de pouvoir d'achat, etc. C'est vraiment une crise idéologique. Oui, il y a les racistes et puis il y a les barbares. Les structures politiques se concentrent autour de ça. 2000, l'émergence des racistes, 2005, l'émergence des barbares, et du coup, on va avoir un clivage qui va tâtonner autour de ça. Oui. Et Sarkozy gagne en disant je vais aller chercher les racistes contre les barbares. C'est pour ça qu'il fait les racistes, mais populaires, tu vois. Comprend que le libéralisme, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il fait une stratégie Buisson-Henri Guénaud. Henri Guénaud, tu vois, très jauréciste, machin, le travail, le sens du travail, la France qui se lève tôt, gagner plus pour gagner plus. Même un moment, personne s'en souvient, mais dans un discours, il a même dit, moi je suis pour que le bilan des entreprises, ce soit un tiers pour les salaires, un tiers pour l'investissement, un tiers pour les actionnaires. Ben, j'ai envie de dire, mets-le dans une loi, frérot, hein, parce que c'est quasiment un programme socialiste, en fait. Je veux dire, le jour où, dans tous les bilans des entreprises, les salaires pèseront un tiers, on n'en est pas là, tu vois. Donc bref, des conneries comme ça, mais qui l'ont fait gagner. Bon, résultat, on a vu ses échecs, hein, parce qu'après, il y a les structures sociales qui font que, voilà, sa politique, voilà. Mais tout en insistant quand même bien sur le racisme, là-dessus, il a bien... Voilà. Et il se fait battre par Hollande, qui, pareil, surjoue le côté de gauche populaire, mon ennemi c'est la finance, blabla, etc. Essaye de vient chercher des voilà, mais continue aussi par contre sur le racisme et la guerre des civilisations, etc. Avec Valls, la déchéance de nationalité, etc. Donc Oui, mais en ça, fait, c'est pas on pendant a... c'est pas pendant l'élection qu'il parlait de dire chose de Non, non, nationalité. non, Tout ça. c'est après. Voilà. Donc il le fait pas C'est pour pour ça se faire que- élire, il l'utilise pas pour se faire élire, il se fait élire sur la finance, lui. Hein. Exactement. Il- Mais c'est ça, je te dis, t'as une espèce d'aller chercher les gens. Euh, Et t'as la l'émergence de masse des Mélenchon à ce gens moment-là aussi, du parti sociale. de gauche quand même, Ah, c'est-à-dire de quelque chose de plus radical encore sur le travail, quoi. oui, parce qu'en 2005, c'est aussi, j'ai oublié de le dire, il y a aussi un événement majeur, c'est le non-traité constitutionnel européen. Mm. En même temps que c'est à quelques mois des banlieues, tu vois. Mm.
les deux se répondent. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que les banlieues ont voté majoritairement contre le traité constitutionnel. Donc tu vois, donc il y a une espèce de populisme généralisé Mm. qui se crée là-dedans. Euh, une droite populiste qui gagne en 2007, une gauche qui joue qui joue. Enfin, je veux dire, quand les gens te disent mais Hollande c'est le libéralisme, mais ce qui est intéressant c'est de regarder sur quel programme Hollande s'est fait élire Mm. par rapport à quel programme il a mis en place. Mm. Euh, Mon ennemi c'est la finance, je vais aller chercher Merkel et on va renégocier les traités. Enfin, bon, tu vois, la catastrophe, tu vois. Et, euh, et Sarkozy pareil, tu vois. Au final, par contre, il y a eu un continuum entre les deux. C'est la lutte contre le terrorisme, Oui, oui. l'islamisation, Ben, ils ont fait une etc. programme libéral et puis lutte contre le terrorisme. Ben, c'est la loi Cazeneuve là dont on parlait de 2017 pour justement pouvoir tirer. Enfin, c'est Hollande quand même. C'est quand même incroyable. Rémi Fraisse. Enfin, je veux dire, Hollande, c'était pas un enfant de cœur non plus, quoi. Bah, exactement. Donc là, donc on a ce populisme généralisé, voilà, et puis les gens petit à petit, voilà. Et ça s'effondre en fait, parce que une fois que la droite est incapable d'appliquer un minimum de programme social qu'elle a essayé de vendre, euh, on va dire, aux classes ouvrières de droite en 2007, pareil pour Hollande en 2012, et ben, les deux partis s'effondrent. Hmm. Euh, Ben oui. LR, et c'est Quand on, là se- où justement quand on se fait dire sur le un programme et qu'on fait l'inverse, c'est sûr que c'est pas très très bon. Mais c'est qu'en fait, ils sont exactement, obligés de faire l'inverse. En fait, c'est la séparation entre eux, leur structure interne à la bourgeoisie qui doit faire du libéral réactionnaire, et le fait qu'ils savent très bien que ça va pas se faire, ils vont pas se faire élire sur du libéral réactionnaire en disant vous allez gagner moins et on va vous c'est tirer dans ça, la gueule si vous ragez, quoi. c'est ça. Et donc en fait, ils sont obligés, ils font donc le clivage gauche-droite, les trois blocs naissent en 2002. Le clivage idéologique racialiste, raciste, revient sur le devant de la scène justement par rapport à la réaction en 2005. Et puis, bah, on a une gauche qui devient de plus en plus islamophobe, une droite aussi, etc. Mais par contre, les deux échouent à transformer les structures sociales et à parler aux classes qui commencent à être en crise, les classes productives qui commencent à être en crise, hein, toutes les classes basses, populaires et puis moyennes, petit à petit. Et donc, cet échec-là, eh ben, en fait, tu arrives en 2017, les deux ont joué leur dernier crédit, tu vois, ont fait leur all-in. C'est-à-dire, Hum. dans l'alternance du néolibéralisme, ils ont réussi ça fonctionnait encore, ils ont réussi. Et puis, la droite fait son all-in en 2007, elle se fait battre par la gauche qui fait son all-in en 2012. Et puis, ben là, ils ont plus de crédit, donc qui c'est qui ramasse la mise? Ben, c'est le populisme bourgeois. Moi, j'appelle Hum. ça comme ça. Le populisme identitaire contre le populisme bourgeois, c'est Macron, c'est-à-dire la fusion. Les mecs qui se détachent complètement d'une logique tu vois, de verticalité, c'est-à-dire d'aller créer des blocs de gauche et de droite cohérents entre des classes Hum. populaires progressistes, des classes intermédiaires et des classes supérieures progressistes. Contre des classes populaires réactionnaires, Voilà. des classes. Ouais. L'idée, c'est l'alliance des deux blocs, c'est l'alliance du haut contre le bas, fait par le haut. Et donc, bah non, on va se resserrer sur notre bloc de gens éduqués, non désintégrés, etc. Et on voit Bourgeois bien qui votent. exactement, et qui était même en 2017 pas vraiment raciste, tu vois. Hum. Ce qui est marrant, Voilà. c'est que tu vois, l'électorat Macron, c'est l'électorat du oui en 2005. C'est C'est vraiment ça. c'est le même électorat, quoi. C'est les bourgeois qui profitent de l'Europe, de la mondialisation et qui voient pas le problème et qui se croient non racistes, mais qui ont aussi peur des totalitarismes de gauche. Enfin, tu vois, enfin, c'est vraiment l'hypercentre, C'est mais ça. l'extrême centre, quoi. Et cet extrême centre-là, bah, ce qui est intéressant, c'est que, bah, comme tout de suite, bah, justement, les classes populaires qui viennent. Là, la crise est arrivée à son paroxysme. Les classes populaires qui sont fait trahir successivement en 2007 et en 2012, bah, là comprennent qu'il n'y a rien à attendre de Macron. Il y en a peut-être même là. Et c'est l'effet gilet jaune. Mm. Et ça, c'est l'effet gilet jaune. Donc en fait, les gilets jaunes ne sont pas le début.
séquence politique. C'est le cri de désespoir politique, on va dire, de l'horizontalisation du système politique. C'est de dire, c'est effectivement, face à un bloc bourgeois contre un bloc identitaro-raciste, libéral, qui est Le Pen, il n'y a pas de place pour les Gilets jaunes en termes de transformation. Et c'est pour ça qu'on a dans les Gilets jaunes quelque chose de extrêmement confus, diffus, avec des classes intermédiaires, des petits patrons, des gens qui sont plutôt libéraux, d'autres gens qui sont plutôt étatiques, d'autres gens qui... Enfin, à un moment donné, tu avais quand même des mecs qui disaient, dans le même programme des Gilets jaunes, qui sortaient d'AG, etc., il faut moins d'impôts et il faut contrôler les prix dans les supermarchés. Tu vois le non-sens idéologique, quoi. Tu vois, c'est... Il faut moins d'impôts, il faut plus de services publics. Non, mais tu vois, c'était ça, quoi. Moins d'impôts, plus de... Donc, il y avait une espèce de... Voilà, il y avait une espèce de construction comme ça, etc. Mais c'est un peu un chant du cygne. C'est un peu le chant du cygne des classes moyennes, blanches, qui, effectivement, ont réussi, pendant la période des Gilets jaunes, à ne pas sombrer dans le racisme, dans le culturalisme, en fait, dans le côté on est grand remplacé. Pourtant, ils ont été largement entraînés à ça. Enfin, je veux dire, tous les droitards, les gui et toute la gauche fasciste, enfin la gauche réac, Valls, Fourest, etc. Tu vois, voilà, le déatisme moderne, tu vois, le PSN, donc tout ça les entraîner à ça, quoi. Dites les termes. Non, mais dites les termes. Vous n'êtes pas simplement bon, voilà, c'est pas que les vacances qui vous posent problème. C'est aussi que bon, hein, dans votre quartier, il y a quand même beaucoup de... Tu vois, c'était ça, quoi. Donc et non, ils ont réussi à pas faire ça. Après, on voit bien que en fait, leur côté apolitique, qui était en fait une forme de on est représenté par personne, et qui est un cri contre justement cette horizontalisation du clivage, bas contre haut, qui n'a aucune possibilité concrète dans les structures mais électives. Mais ça se voit, j'en avais parlé dans mon débat avec Canard. Le RIC, c'est vraiment la demande des Gilets jaunes, alors que c'est la demande qui est apolitique. Le RIC, tout le monde veut bien dire, oui, j'aimerais bien pouvoir qu'on choisisse par nous-mêmes, mais il y a aucune... Il n'y a rien qui rentre dans une vision du monde dans le RIC, quoi. Enfin, le RIC, c'est un peu rien, c'est juste la vision... Enfin, c'est la vision du monde de personnes qui sont désintégrées et qui ont comme seul point commun de ne pas être intégrés au système politique, quoi. Qui sont tout en bas, qui peuvent rien faire et qui disent, on aimerait bien un peu de pouvoir, mais ça veut pas dire s'ils veulent aller à gauche ou à droite, quoi. C'est clair, c'est exactement ça. C'est une forme de... prenez en considération ce qu'on dit. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est même pas le RIC, le référendum d'initiative, c'est même pas une démocratie directe, en fait. Oui, c'est nous, on voudrait bien pouvoir... des fois, parler. Nous autoriser à poser des questions. Voilà, c'est exactement ça. Mais par contre, mais je me souviens, les assemblées Gilets jaunes, moi, j'en voyais des fois, t'avais des débats, mais tu sais... T'as des gens qui étaient pro-nucléaire, d'autres anti-nucléaire, d'autres à moitié complotistes sur le nucléaire. Après, on passait à un autre point. C'était pareil avec les banques. Surtout, en fait, c'était très compliqué d'avoir un accord parce qu'il n'y avait pas une vision politique précise, quoi. C'est ça. C'est ça parce qu'il n'y a pas de cohérence idéologique et puis parce qu'en plus, les Gilets jaunes n'ont pas voulu. J'ai pas entendu ça. On pas voulu quoi ? Il n'y avait pas de cohérence idéologique précise et puis les Gilets jaunes n'ont pas voulu vraiment non plus remettre en question les structures productives. C'était éclairant de voir les Gilets jaunes de faire des manifestations tous les samedis et retourner au boulot tranquille tous les jours, discuter entre eux même sur la ligne de production. Ça, je le connais bien. Allez, t'y étais samedi, etc. Tu vois ? Et puis assumer les cadences comme ça a toujours été, tu vois. Ça, c'était assez incroyable. Donc, tout ça pour dire, voilà la séquence. Donc, si on fait la séquence, destruction du clivage gauche-droite,
paupérisation petit à petit des classes productives, populaires, moyennes, etc. Crise du libéralisme et accentuation des structures effectivement de répression et, du fascisme et de la mise en branle de l'islamophobie, etc. pendant cette période-là. Après, l'intérêt des Gilets jaunes et puis de tout ça, c'est que ça a permis quand même à Macron de se rendre compte que les services publics c'était important, et donc il a remis de l'argent dans la police nationale quand même. Oui, il y a service et service. Ouais. Mais ce qui est là, qui est intéressant, c'est que, et c'est ce qu'on disait l'autre fois avec le débat avec Wissam, c'est qu'on pense que justement cette séquence-là est en train de se refermer. Cette séquence-là qui fait que les échecs successifs des politiques bourgeoises, libérales et néolibérales de Sarkozy, de Hollande, etc., n'arrivent même plus maintenant à tenir avec une idéologie, avec de l'idéologie culturaliste, faussement progressiste, ou voilà. Les gens commencent à comprendre le truc. Les gilets jaunes, bon, effectivement, sont pas tombés dedans, même si, voilà. Et donc, tu as la réémergence d'un clivage progressiste. Ouais, mais c'est la théorie de Moïse, le centre se scinde en deux, en fait. Voilà. Parce Et qu'il peut donc plus là, tenir. en fait, ce qu'on voit, c'est que l'échec de l'ancien clivage gauche-droite, on va dire des années 80-90, la séquence 2020, voilà, de tâtonnement pour retrouver, voilà, nous oriente vers un nouveau clivage gauche-droite et qu'il faut intensifier. Et c'est là la différence avec 2005 et 2023, les révoltes en banlieue. C'est qu'il y a une potentialité de rattraper cette colère-là dans des structures politiques. Et c'est là où nous, on a tweeté aujourd'hui sur l'intersyndicale, les grèves pour les retraites, etc. C'est-à-dire que cette colère-là, elle peut être réacheminée contre justement quel monde, les soulèvements de la terre, quel monde... Il peut y avoir une convergence réelle, progressiste, voilà. entre justice pour Naël, l'intersyndicale, ou au moins les syndicats de lutte, parce que je suis pas sûr que la CFDT appelle à défiler pour ça, mais au moins CGT, Sud, quelques sections de FO, la CNT, la FSU, tout ça. Il se dessine un front, pourquoi ? Parce que en 2005, même si ça avait été un policier qui avait tiré, toutes les structures idéologiques, mais même la CGT, FO, etc., auraient dit « Ouais, mais c'est un policier isolé ». Tu vois, on n'était pas encore dans la compréhension de ce qu'était devenu le système fasciste policier et les analyses systémiques. Par exemple, le mot systémique en 2005, en 2002, ça n'existe quasiment pas. Enfin, toutes les analyses, le retour du marxisme, le retour d'analyses un peu systémiques, les analyses matérialistes, les analyses intersectionnelles, etc. Tu vois, tout ça émerge dans cette période où tu te dis, mais ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. C'est Gramsci qui dit ça, cette période de clair-obscur, tu vois. Et dans le clair-obscur, tu as des monstres qui surgissent, comme dirait Gramsci, on les a vus, on les connaît, on peut les citer, on les a cités. Et puis, tu as aussi tout un tas de gens qui cherchent des ressources, retour à Marx, retour à même du structuralisme. Le structuralisme des années 70, dont est issu quelqu'un comme Lordon, est déjà une ressource critique bien plus intéressante que Marcel Gauchet ou Pierre Rosanvallon dans les années 2000. Donc ça, ça c'est super intéressant. Et maintenant, ça commence à prendre une forme concrète. Mais tu vois, donc là, maintenant... tu dis que c'est une théorie, mais c'est même, c'est assez factuel. Hein. En 2002, tu vois. Tu mettais en 2002, tu disais à un gars qui était à l'UMP, vous préférez voter pour Jospin ou pour le Front National ? Le mec votait Jospin direct. L'UMP appelait à voter Jospin. Aujourd'hui, tu prends un mec comme Ciotti. Tu crois qu'entre Zemmour et Marine Tourdelier, Ciotti, il appelle à voter Zemmour, tu vois. Oui, tout de suite. Enfin, tout de suite, ouais. Encore plus si c'est Mélenchon, tu vois, parce qu'il sait que Marine Tourdelier est soumise à Mélenchon, qu'elle est lui-même soumise aux islamistes, tu vois. En gros, c'est ça le délire, quoi. Donc, il y a un vrai clivage gauche-droite qui est en train de se reformer. Et c'est pour ça que tous les mecs dont on parle souvent, tous les rouges-bruns, ils sont obligés de choisir. On a vu plein de mecs aller, je les interviewe sur la chaîne, aller vers la gauche. Et il y en a plein d'autres qui disent aujourd'hui, ah ouais, mais vu le bordel que c'est en banlieue, j'ai envie, voilà, je préférerais Le Pen à Mélenchon parce que là c'est trop dangereux, quoi. Donc les mecs commencent à flipper comme ça.
alors même qu'en plus c'était des types qui se disaient pro-gilets jaunes, enfin ça n'a aucun sens, hein, mais on voit que les gens ils sont obligés de choisir en fait entre la droite et la gauche parce que c'est ça le clivage politique aujourd'hui, et il est vertical et il est plus dans ce truc de haut-bas, de le peuple contre l'élite. Et en fait, le haut-bas, tu sais, c'est la critique de. Tu sais, c'est les critiques à la con de. Euh, 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 ceux qui sont les gagnants de la mondialisation contre ceux qui sont les perdants, etc. Enfin, tu vois. Oui, oui. Euh, et en fait, ça, c'est dead. Mm. Tout le monde a compris que le système tournait par rond. Mm. Tu vois. Et c'est là où il faut reconstruire à partir de ça. Mm. Tout le monde, même les macronistes, même les. Tu vois, tout le monde a compris que c'est sur ça ça où moi déconnait. je me posais un peu à l'imaginaire gilet jaune de Canard Réfractaire, même si lui, il sait très bien qu'il y a il y a des bobos qui sont avec nous, donc il y a des petits bourgeois, donc il est pas forcément là-dedans objectivement, mais il pense avec les catégories de pensée des gilets jaunes qui sont des catégories populistes, des catégories au bas. Déplacé sur. Et En fait, il y en a d'autres, tu vois, quand tu critiques Ouria Boutelja, c'est un peu ça aussi, tu vois, quand elle reprend le Frexit, quand elle reprend et ben des choses comme ça, ben, c'est des choses qui ressemblent aux catégories plutôt au bas que ben des justement, catégories ouais. droite-gauche, quoi. Et ben c'est des catégories comme ça. Et c'est justement. On a un deuxième round à faire dans le progressisme avec les camarades de Parole d'honneur. C'est justement cette impasse politique de laquelle il faut sortir, c'est de vouloir construire des alliances du bas contre le haut. Mm. C'est-à-dire des alliances romantiques qui effectivement, l'amour révolutionnaire, les beaufs et les barbares, c'est-à-dire ceux sur qui on tape H24, etc., de Ouria, c'est une formule qui est magnifique sur le plan littéraire, mais qui est tragique sur le plan politique. Mm. Et en plus, qui est même romantique dans le sens où c'est plus vrai. Aujourd'hui, si tu allumes CNews, tu vois la mise, dire la survalorisation de la beaufrie, tu vois, par la bourgeoisie blanche qui gagne 15 000 balles par mois, tu vois. Donc, Par Pascal Pro. non, mais c'est vrai, Bah tu vois, oui. putain, ils ont raison, ces gars-là. C'est la ils ont vraie fait la France. retraite, c'est la vraie France. Regardez, ils ont pas de viande, mais ils se font des bouillies de légumes. Ils ont tout compris. Tu vois, non, mais. Donc, tu vois, Ouais. et, donc, et donc, les beaufs et les barbares, ben ouais, c'est le même romantisme que Canard réfractaire, etc. Ça n'a aucun sens parce que justement, la Bah, construction du beauf, ça en avait, mais ça en a de moins en ça moins. en a eu à un moment donné, Mm. d'ailleurs, voilà. La construction du beauf et la construction du barbare, c'est justement le nouveau clivage qui va servir à protéger la bourgeoisie. Est-ce que vous préférez distribuer de l'argent pour des beaufs ou des barbares? Et Oui. c'est là-dessus Ouais. que CNews, Bolloré TV, Zemmour, etc. Sont en train de reformer une droite cohérente. Bah, C'est là Zemmour, où c'est nous, ça. Je suis pour les allocations familiales si on a des enfants en campagne. voilà. En gros, il veut que les blancs aient des enfants et de leur donner Tu du sais, il y fric aux avait, blancs, tu vois. Enfin, avant, c'était les nôtres avant les autres. c'est ça. Maintenant, c'est nos beaufs avant leurs barbares. Tu vois? Mm. Exactement. Et c'est et quand ils disent leurs barbares, ils parlent de leur tu vois, c'est de dire dans notre classe à nous moyenne, supérieure, etc. euh, Mélenchon, tout ça, etc. Ils ont leurs barbares, tu vois. Et ben nous on a nos beaufs, tu vois. Et on va s'organiser là-dessus. Et c'est pour ça que l'alliance comme ça est totalement tragique parce qu'en fait ce qu'il faut et c'est ça le progressisme, il faut dépasser le romantisme de la barbaritude et de la beaufitude. Mm. Parce que ça, c'est du culturalisme, etc. Le projet n'est pas d'allier les beaufs et les barbares sur les affects à quoi on les résume. Mm. Le projet est de dépasser la catégorie du beauf et de dépasser la catégorie du barbare. Surtout que par définition, en tant qu'identité, c'est des identités créées pour s'opposer. Oui, Elles ont c'est été comme, produites comme telles, elles ont été produites pour dire ouais, ah bah il y a nos pauvres blancs, ils sont bien, et puis les barbares ils sont moins bien, quoi. Ça a été créé comme ça, quoi. et comme il faut dépasser également comment dire, d'autres catégories, tu sais, qui ont permis ça, qui est le bobo, par exemple, tu vois, Mm. le woke, tu vois, c'est pas que du bas, tu vois.
c'est sûr. Il y a une critique aussi de progressistes encore intégrés, encore aisés, etc., qu'il faut aussi considérer comme des camarades, tu vois, malgré leur point aveugle, que ce soit des fois au racisme ou à la lutte des classes ou ce que tu veux, tu vois. Mm. Donc il faut dépasser ces identités culturelles dont on nous a rabattu les oreilles pendant 20 ans, les bobos, les beaufs, les barbares, etc., pour justement construire un programme purement progressiste qui dit justement l'apaisement. Voilà, là, on est dans l'apaisement, Ouais. etc. Le débouché, c'est ça, c'est de se dire qui va apaiser la société. Voilà. Est-ce que la société va s'apaiser par un projet de développement conjoint de la majorité? Ce qui était ça, hein, les moments de progrès, les moments, etc. C'est quand à un moment donné, toutes les classes sociales arrivaient à un développement et surtout les classes populaires plus vite que, tu vois, donc un certain équilibrage, etc. C'est pas suffisant hein, pour des communistes. Mais ça laisse déjà, quand tu commences à développer les classes productives, à les intégrer, à faire que tout le monde soit intégré dans les structures de reproduction, ça laisse déjà les places à de la dialectique pour repenser la souveraineté sur l'appareil de production. Je veux dire, les gens qui te disent quand on sera tous au chômage et à l'allocation universelle, on reprendra possession de l'appareil productif, ben, j'aimerais bien savoir comment la conscience de la souveraineté sur l'appareil productif, elle va naître chez des gens qui produisent pas, tu vois. Donc, c'est pas très sérieux. Donc l'idée, voilà, justement, du camp progressiste, c'est justement de se dire, mais comment on apaise la situation et l'apaisement de la situation, c'est pas simplement d'apaiser les violences policières, c'est d'apaiser les violences en banlieue. Voilà, faisons un truc. En banlieue, Macron tue. Il tue des jeunes avec sa police, il tue leurs parents avec sa réforme des retraites. Voilà. Là, il y a un axe. Ouais, voilà. mais Là, c'est pour ça, c'est ce qu'on disait au début, c'est quand je disais d'avoir une espèce de perspective commune, c'est ce qui permet une production et une intégration de tout le monde dans une culture commune, dans un projet commun. Et c'est un peu ça quand on parle de aujourd'hui. L'intersyndicale, les soulèvements de la terre, tous les gens qui sont dans le camp des progressistes, que ce soit féministes, les luttes contre les discriminations de genre, des choses comme ça, évidemment les luttes économiques, et puis les luttes écologiques, les luttes antiracistes, elles peuvent converger aujourd'hui, parce qu'elles sont toutes victimes de la même répression de la classe bourgeoise et de l'état bourgeois. Parce qu'aujourd'hui, les policiers qui ont tiré sur les gilets jaunes, qui ont tiré sur les manifs retraites, qui ont tiré sur les soulèvements de la terre et qui ont tiré sur Naël, c'est les mêmes en fait. C'est exactement les mêmes personnes et c'est les mêmes dynamiques qu'il y a derrière. Et c'est le même sujet collectif qui exprime sa domination sur le reste de la population derrière tout ça. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir un projet commun qui permet le dépassement des vieilles... pas des vieilles identités, mais tu vois, des structures dans lesquelles on a voulu nous intégrer et nous opposer, quoi. Et ce qui n'était pas le cas, c'est là où c'est la perspective, ce qui n'était pas le cas en 2005. Ah, c'était pas le cas du tout en 2005, c'était la création de ces identités presque. Exactement, en 2005 c'est ça, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le dépassement, il s'est fait justement par le retour à une espèce de guerre idéologique culturaliste, etc. Tu vois. Et donc là, il y a quelque chose. Par contre, effectivement, bah là, ça demande la séparation de la mer rouge-brune. Effectivement, là, on voit bien que... on a vu plein de gens là, sur Twitter dire « J'étais de gauche, mais là, c'en est trop, je veux Marine Le Pen. » Tu vois, j'étais de gauche jusqu'à ce qu'il y ait des Noirs et des Arabes qui s'expriment en tant que sujet politique dans ce pays. Tu vois, qui donne quand même un rapport à la gauche, un mais c'est là particulier. où il faut que chacun fasse un pas vers l'autre aussi. C'est aussi ça le dépassement de ces espèces de contradictions dans lesquelles on nous a enfermés. Et puis il y en a qui comprennent pas ça. C'est-à-dire ok, il y a des choses que vous comprenez pas dans l'antiracisme, tout comme moi dans l'écologie. Il y a des trucs que je comprends pas, que je trouve réac et tout. Mais au bout d'un moment, est-ce que les soulèvements de la terre où je suis pas d'accord avec tout, je comprends pas tout, est-ce que c'est plus mes alliés ou est-ce que c'est plus mes ennemis?
tu vois. T'as C'est réussi ça le à dire truc. soulèvement de la terre. Oui, j'ai pas réussi à du dire soulèvement. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et puis c'est peut-être des trucs aussi où je connais pas assez, tu vois. Et- Et pour l'antiracisme, c'est pareil. Et puis pour Alors, certains qui vont croire aussi, je sais pas, que les syndicalistes, c'est des bureaucrates blancs, beaufs, je sais pas quoi, c'est pareil. Il faut faire un pas vers eux. Enfin voilà, je pense que chacun doit aujourd'hui faire un pas pour créer une union, quoi. Un parti, quoi. c'est Mais ça. une union. Et c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai pas. Ouais, ce que je disais justement, c'est euh, l'alliance des beaufs et enfin, le nouveau camp progressiste, il se fera pas justement en horizontal. Ça, je te dis, c'est de la littérature. Ça peut être sublime à lire, etc. C'est tragique. Voilà. C'est justement, ça exprime justement quand ça devient littéraire, c'est que c'est justement que ça exprime une impasse politique. C'est la même chose pour Ruffin. Ruffin et Boutelja ont une espèce de symétrie. Mm. Euh, ils aspirent à cette, bah, comme le canard, hein, je pense que voilà, ils aspirent à cette union du bas vers le haut qui dans l'histoire n'existe pas en fait. Hein. Ça Le n'a canard, jamais. le canard, je trouve que son discours et l'action qu'il porte diffèrent vachement. Mais tu me diras, c'est un peu pareil pour Oui. Parole d'honneur, parce qu'au final, Parole d'honneur, ils sont pas là à défoncer toute la journée les bourgeois progressistes, tu vois. Enfin, Non, 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 on est ils vont d'accord. Mais ce défoncer que je la veux dire, c'est que catégorie de t'as progressistes, mais au final, ils se retrouvent entourés de bourgeois progressistes parce qu'ils savent très bien que c'est des gens avec qui ils peuvent s'allier. Donc, c'est leur catégorie qui ne correspond pas forcément à leur position. c'est ça, mais t'as quand même cet imaginaire. Et d'ailleurs, Ruffin, pareil. Ruffin, il passe son temps, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais t'as quand même cet imaginaire de Oui, oui. on va aller rallier ceux qui sont perdus dans le FN, tu vois, dans le RN, tu vois. Ils sont. Alors que non, en fait, il y a des classes euh, qui sont considérées comme populaires parce qu'ils sont ouvriers, mais dont d'autres structures, d'autres sujets collectifs auxquels ils appartiennent, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont propriétaires de leur maison, Mm. voire d'une maison secondaire, parce qu'ils sont, comment dire, plus âgés, etc. Donc, la matérialité de leurs conditions d'ouvriers à 1500 balles ou à 2000 balles par mois, c'est secondaire dans leur, comment dire, dans Mm. leur tendance politique et dans leur mobilisation concrète en tant que sujet individuel. Parce que demain, tu peux bien avoir 1000 balles, être au SMIC, être ouvrier. Si tu, en plus, t'as rénové 3 baraques que tu sous-loues à des gars, d'après toi, quel rapport concret à quelle matérialité va Mais prendre le pas? Ben, c'est c'est pour ton ça. rapport de propriétaire. C'est pour ça que les vieux ouvriers sont pas pareils que les jeunes, ils votent pas forcément pareil. Exactement. Moi, j'en connais plein, des mecs, justement, ou sortis de machin, des petites maisons en campagne, tout le monde voulait s'en débarrasser, ça intéressait personne. Tu disais le charme de la campagne, les gens, ils se pendaient à un arbre, tu vois. Donc, voilà. Et ben, ces gars-là, ils ont profité, justement, de cet essor-là, soit parce qu'ils ont hérité, soit parce que... Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Mm. Donc ça, c'est des matérialités concrètes, des sujets collectifs. Quand t'es, ça n'existe pas. Mais d'ailleurs, c'est là où les sondages sont abrutis. Quand ils disent un truc débile, tiens, exactement en adéquation sur la période qu'on a écrite, là, qu'on a décrite. Euh, le côté Terra Nova, tu sais, le Terra Nova. Ah oui, euh, la gauche, ils se sont séparés des ouvriers, ils ont préféré les jeunes et les minorités. Tu savais que les jeunes et les minorités qui votent Paduring n'ont pas de rapport au travail. C'est des gens, ils sont juste jeunes ou minorités. Tu vois, ils travaillent pas. Voilà. Ils sont jeunes et minoritaires. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu compares des tranches d'âge entre tranches d'âge. Tu compares des classes sociales entre d'autres classes sociales. Mais tu compares pas une tranche d'âge et une classe sociale. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. T'as les mecs qui disent la gauche, ils ont le vote de 80. Mélenchon, t'as vu, Mélenchon, il a eu en 2022 80% du vote musulman. Bah oui, mais les musulmans, il me semble pas qu'ils. À moins qu'il y en a que ça va faire grincer des dents, mais il me semble pas que ce soit des gens qui sont financés par l'État pour être musulmans, tu vois. Ils sont musulmans et travailleurs, tu vois. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que qu'est-ce qui va faire qu'ils votent majoritairement pour la gauche? C'est que tout le monde parle du travail. Donc ça, du côté-là, si tu te places, t'es musulman, classe moyenne ou ouvrier, tu vois, t'es là, tu te dis, je fais abstraction de mon islamité.
j'ai le choix entre la droite, la gauche, l'extrême droite. Tout le monde a un rapport au SMIC, machin. Ok. Par contre, maintenant, je vais regarder comment les gens se positionnent par rapport à l'islam. Là, le choix, il se restreint, pas du ring. Tu comprends? Quand t'es musulman, il y a 90% des partis qui votent contre toi, et il y en a un qui marche contre toi, il y en a un qui va qui évite que tu sois stigmatisé. Bah, forcément. Ouais, entre 4 mecs qui veulent augmenter le SMIC, mais dont 3 qui veulent buter les musulmans, le quatrième, il se dit, il veut aussi augmenter le SMIC, mais pas toucher aux musulmans. Le choix, il est quand même assez évident. Tu vois. Enfin, et c'est pour ça que c'est cette double structure qu'il faut analyser. Mais quand les gens te disent, déjà que tu dis Terra Nova, c'est red flag, tu vois, c'est complètement con. Tu dis pas, je vais aller chercher les jeunes et les musulmans contre les ouvriers. Ces gens-là sont aussi ouvriers, tu vois, enfin, en partie, comme le reste de la population, tu vois. Bien sûr. Donc, et ça, c'est typiquement les conneries qu'on a eues, et d'ailleurs, qui structurent aujourd'hui. Puis comme si c'était un choix d'abandonner les ouvriers, mais c'est aussi parce qu'il y a une dynamique à l'intérieur de la classe ouvrière. Et comme tu disais, il y a plein de choses. Il y a la propriété, il y a la blanchité, il y a le fait qu'il y a de moins en moins d'industrie, que ça représente une classe plus faible. Les mecs, ce qu'ils veulent, les politiques, c'est gagner, c'est pas abandonner les ouvriers. C'est complètement ils sont complètement courts, en fait. Ils font une théorie de leur électorat, mais une fois qu'il existe déjà concrètement comme ça. C'est-à-dire, Terra Nova, ça aurait été un sens si le gars, il avait dit... on est en 1968, on abandonne les ouvriers pour les nouvelles catégories. Bon, bah là, tu te dis, ok, c'est une stratégie, parce que là, t'as massivement des ouvriers. Et quand à un moment donné, t'es en 2012, parce que ça doit être ça, Terra Nova, que t'as déjà plus aucun ouvrier qui vote pour le Parti Socialiste, bon, bah, c'est pas vraiment une stratégie de dire on va pas leur parler, quoi, tu vois. Enfin, donc, bien sûr. Donc, bref, donc on arrive à ça, et là, du coup la question maintenant, elle est claire, nette et précise. On est dans les 100 jours de l'apaisement, et la gauche, elle a une responsabilité collective, c'est le progrès, etc. C'est qui va apaiser la société? Quel projet va apaiser la société? Quelle construction politique concrète, cohérente, avec quel programme va apaiser la société? Et évidemment, apaiser la société, ça veut pas dire appeler à apaiser les banlieues actuellement, parce que c'est pas ça en fait, non, apaiser la société. C'est répondre aux problèmes concrets du racisme et de la violence policière. C'est ça l'apaisement, enfin, du côté progressiste. C'est pas dire rentrer chez vous, c'est une bavure, tu vois? Non, c'est de dire, mais ces gens-là ont raison de se révolter contre des conditions déjà matérielles, et quand en plus on les tue, quoi. C'est déjà pas simple de vivre en banlieue. Si en plus tu peux être tué à tout instant, enfin, qui ne se révolterait pas dans ces conditions, tu vois. Donc c'est ça et c'est là où on va aller capter les gens. Et tous les projets romantiques, Ruffin, Boutelja, etc. Tout ça, c'est très joli, ça fera des super romans, mais ça fera pas gagner. Par contre, il y a des projets d'apaisement, hein, qui sont en train de se dessiner là, et tu le dis toi dans ton séparation de mer Rouge-Brune, voilà, via les réactions aux émeutes, il y a des projets d'apaisement qui sont en train d'être cohérents. C'est l'alliance des Damien Rieu et des soi-disant gens de gauche qui veulent plus être de gauche. Là, l'apaisement au lance-flamme. L'apaisement j'allais dire au FAMAS, mais non, même là-dessus, on n'est pas capable de produire nous-mêmes nos fusils maintenant. L'apaisement je sais plus c'est quoi, les armes allemandes là. Enfin, bref, l'apaisement au pistolet automatique. L'apaisement islamophobe. C'est l'apaisement raciste. Qu'on appelle la pacification. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Nous, il faut qu'on soit capable de dire, mais tu vois, les gens qui te disent, ah ouais, mais là, regardez les émeutes, vous avez vu, les gens, ils vont réagir, il va y avoir Marine Le Pen au pouvoir avec ça. Et parce que vous pensez que les gens qui votent Marine Le Pen, ils se disent, s'il y a Marine Le Pen, ce sera bien, les gens dans les banlieues seront tranquilles, comme ça, il n'y aura plus d'émeutes. Eh non, en fait, quand tu votes Marine Le Pen parce que tu vois ces images-là, c'est simple, clair, il faut tirer à balles réelles. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr. C'est
C'est cette version-là de Qui est la l'apaisement. logique qui a provoqué les révoltes en plus. C'est ça le projet de l'apaisement, et on le voit bien. Ce qui est ouf, c'est que la logique de Marine Le Pen, elle est déjà en plus petit chez Cazeneuve en 2017, quoi. C'est ça qui est incroyable, c'est que le parti, on se dit centriste, PS, qui se fait élire contre le monde de la finance, il finit le quinquennat en mettant une loi qui est la loi préférée des flics qui votent à 50% pour des partis d'extrême droite, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est hallucinant. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça fait deux pôles, en fait. Ça fait un pôle qui va de Conversano, Damien Rieu au centre, maintenant, qui est de dire regardez les barbares et tout par rapport à nos beaufs, c'est quand même des gens qui sont animaux, qui détruisent tout et n'importe quoi. C'est la logique du Lola contre du Lola contre Naël. On a notre Lola, vous avez votre Naël. Et le truc tragique, c'est que Ruffin, Boutelja et d'autres, ils vont répondre ah non, en fait, il faut récupérer les beaufs avec nous et puis qu'on fasse l'alliance, mais ça va être une impasse, je pense. Ça va être une impasse parce qu'il n'y a aucune possibilité d'action institutionnelle avec ça, il n'y a aucune intégration. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça que c'est tragique et romantique à la fois. C'est-à-dire que Boutelja et Ruffin, ils ont une espèce de symétrie. Ils veulent faire la même alliance qui n'a pas de débouché et même de praxis concrète. Oui, puis c'est l'alliance que Macron peut écraser facilement. Non, mais exactement, avec des stratégies opposées. Boutelja, c'est un peu, on va exacerber les affects beaufs et barbares, et comme ça, ils vont se réunir. Ouais. Et Ruffin, ça, on va les mettre sous le tapis. Non, ouais, tous les trucs qui différencient les beaufs, les barbares, les LGBT, tout ça, là, les gens ils sont pas prêts. Voilà, on met sous le tapis, on parle du SMIC, comme dirait Jules, Karine, elle a 1600 balles, bon. Tu vois, donc, les deux sont des impasses idéologiques, tu vois. Si tu exacerbes le culturalisme, etc., une version. Un sujet collectif culturalisant, etc., tu crées de la dissymétrie. Et si tu mets sous le tapis, tu réponds pas aux problèmes concrets. Donc, le seul espace qu'il y a, c'est un espace avec un programme capable de dire est-ce qu'on a un dépassement des structures néolibérales en crise, c'est-à-dire des structures appauvrissent les gens, qui vont les exploiter de plus en plus, et là, réforme des retraites, assurance chômage, gel des salaires, tu vois, inflation, réduction d'impôts pour les riches, tu vois, diminution des services publics, et qui est obligé de tuer ou de violenter ou d'éborgner quand ça s'oppose, tu vois. Donc, est-ce qu'on sort de ça? Est-ce qu'on sort de ça globalement, c'est-à-dire en disant comment on refait, on résout des problèmes concrets du racisme, de la violence policière, et là, il faut y aller à grands coups de la gauche concrète dans l'histoire, de déstructuration et de restructuration. Oui, il faut détruire la structure de la police nationale. Et il faut recréer une structure capable de répondre aux problèmes concrets, mais totalement différentes de celle qui est aujourd'hui. Pareil pour les services publics, pareil pour... Voilà. Sinon, en face, il y a un projet qui se dessine qui dit, oui, on va faire notre État-providence, mais de manière identitaire. Et pour ça, va falloir pacifier, et c'est un mot encore gentil, toute une partie de la société. Et au final, t'as la droite du coup qu'oppose Naël Olola, qu'oppose les beaufs et les barbares. T'as Ruffin, Boutelja et d'autres. On dit ça, c'est pas contre eux, mais voilà, c'est qui sont les deux grandes figures, on va dire, de la réconciliation entre blancs et arabes de banlieue, entre beaufs et barbares, tout ça. Au final, ce qu'on doit proposer, nous, c'est un dépassement de ça avec tout ce qui est liberté de conscience, c'est-à-dire tu veux
tu veux bouffer du porc ou je sais pas quoi parce que toi c'est ton identité de blanc, tu veux aller à une messe en latin, t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Tu veux porter une abaya ou je sais pas quoi, bah, tu fais ce que tu veux aussi, ou le voile, ou à la limite on peut aussi avoir un programme où on propose par exemple, ça pourrait être intéressant, des jours fériés, des jours fériés Ah oui. multi-ethniques, enfin multi-religieux quoi, ou des Et choses comme ça serait pas exactement. débile, et ça Bah, ce permet, sera un progrès. Ce sera un progrès du libéralisme politique voilà, voilà, et voilà. un progrès Et, contre le libéralisme économique. En fait, ce qu'il Et faut c'est un pas de faire. chacun de son côté, et c'est le dépassement de l'opposition un peu, c'est de dire bah regardez, on n'a pas de problème avec les beaufs, on n'a pas de problème avec les barbares, on peut très bien s'entendre dans une société apaisée en allant dans un projet de progrès social, de progrès économique, de progrès féministe, antiraciste, tout ça, mais on n'est pas là à bander, à fantasmer leur passé en leur disant ouais faut que tu sois plus barbare qu'avant, que tu, c'est un peu tu sais, c'est un peu Yousfi ça, la mise en avant de la barbaritude, tout ça, ou la mise en avant de l'identité beauf, ou je veux dire, on dit on s'en branle en fait, vous faites ce que vous voulez, et c'est un progrès libéral mais au sens noble quoi. C'est ça. Et donc là, on est face justement à cette alternative-là. Et d'ailleurs, c'est l'anti-Michéa qu'il faut faire. C'est, Mm. c'est, ce que critiquait Michéa, le sujet collectif que Michéa critiquait, c'est exactement l'inverse qu'il faut être. C'est-à-dire qu'il faut être ultra, comment dire, interventionniste économiquement et ultra libéral individuellement. Euh, que c'est vraiment un espèce de, tu vois, si tu fais l'inverse du michéisme en se disant le socialisme réactionnaire, bah, c'est une catastrophe. Si tu vas effectivement dans le libéralisme économique, c'est une catastrophe. Et je crois que c'est ça le projet Mm. progressiste, et ça a C'est toujours été le c'est projet le même. projet communiste C'est de le projet continuer les communiste, c'est lumières. exactement ce C'est que ça, j'allais dire. continuer les lumières. C'est le projet marxiste. C'est moi, je le dis de cette résumé-là. Il y a toujours dans les phases de crise de la bourgeoisie deux adversaires qui émergent contre la bourgeoisie. Les communistes et les réactionnaires. C'est-à-dire, quand la bourgeoisie ne peut plus, bah, soit les gens veulent dépasser les limites de la bourgeoisie, c'est nous, soit ils veulent revenir à des ordres anciens. Euh, et donc, là, il y a une espèce de fausse alliance qui est quel rouge-brunisme, hein, sur laquelle il y a cette porosité, c'est de dire, est-ce que être anti-bourgeois créer un front commun? Eh bien, absolument pas. Pourquoi? Parce que la réaction critique toujours la bourgeoisie pour ce qu'elle promet. Les progressistes critiquent la bourgeoisie pour ce qu'elle permet. Ça, c'est fondamental. Ce que détestent les réactionnaires, c'est les valeurs bourgeoises. L'individu, la liberté de conscience, la possibilité de se réaliser seul ou dans une communauté qui n'est pas unique, qui n'est pas majoritaire, qui n'est pas nationale, etc. Voilà. La possibilité LGBT, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est ce que la bourgeoisie promet, et c'est pour ça qu'ils se sentent anti-bourgeois, anti-woke, etc. Et parce qu'ils sont réactionnaires. Nous, c'est ce que la bourgeoisie permet, c'est-à-dire, elle ne peut que le promettre, elle n'a pas les rapports de production capables de le réaliser concrètement. Donc, qui est capable de réaliser l'émancipation individuelle grâce à de nouveaux rapports de production et de nouveaux rapports collectifs? C'est nous. Donc, nous ne serons jamais alliés avec les réactionnaires parce que nous sommes orientés vers un projet totalement, même si nous avons là un adversaire dont on commun ici, comptez pas sur nous pour donner des coups de semelle à cet adversaire main dans la main avec vous, parce qu'on ne vous laisse aucun espace. Nous voulons un projet différent du vôtre. Et c'est ça la restructuration du clivage gauche-droite. C'est qu'à un moment donné, finalement, la bourgeoisie, le centre, là, etc., dans ces trois blocs-là, lui-même va tomber. L'espace réactionnaire va se renormaliser. L'espace progressiste peut se renormaliser aussi. Et c'est là où, justement, il sera grand temps de refonder un parti vraiment communiste, etc., critique, etc., quand l'espace progressiste sera au pouvoir. Tant mieux. Tu vois, quand on parle du Parti communiste à la fin des années 40, ouais, bah, c'est sûr, quand c'est Mendès France qui est au pouvoir, tu vois, t'as de l'espace pour être communiste, quoi. Quand c'est le maréchal Pétain, c'est déjà moins le cas.
Donc, il faut aussi savoir ce que c'est la situation, les capacités concrètes de porter un projet communiste et de critiquer. On ne peut pas critiquer la bourgeoisie quand c'est le mode fasciste qui est en place, quoi. Tu vois? Donc, on doit marcher sur des œufs là-dessus. Mais tu vois, Donc, justement, je voudrais rajouter un truc qui allait un peu dans le sens que tu disais, ouais, que le centre allait devenir de plus en plus invisible et qu'il y avait une normalisation du néofascisme, de la droite, enfin c'est ce qu'on voit, hein, de l'extrême droite. Et justement, là j'ai l'impression qu'on a pas mal tapé sur Boutelja et c'est pas le but, surtout, enfin, je veux dire, c'est pas le but de taper sur les camarades de parole d'honneur, surtout que pendant cette période-là qui s'ouvre avec Justice pour Naël, on sait très bien qu'ils vont faire du très bon travail et tout. Et justement, je voulais dire que parce que la réaction allait être centrale, allait redevenir très puissante, était en train de redevenir très puissante, et elle opposait beauf et barbare en disant nous, c'est nos beaufs. Et vous, vous êtes avec les barbares, et ben on peut pas mettre sur le même plan quelqu'un comme Boutelja que quelqu'un qui va être un espèce de rouge-brun bandeur de beauf, parce qu'en fait le rouge-brun bandeur de beauf il va donner des billes à Damien Rieu, alors que Boutelja jamais va donner des billes à Damien Rieu, tu vois. Donc c'est pas, faut pas croire qu'on est dans un truc, dans un parallèle. C'est pour ça que là, moi je parle de Boutelja et Ruffin. Il y a des gens que je considère qui peuvent faire des erreurs, etc., mais que je considère quand même qui vont dans le sens, tu vois, de notre camp. C'est des camarades, oui, bien sûr. Je dis pas et qui est exactement le discours des crypto-fascistes. Boutelja, c'est l'extrême droite, c'est pareil que Zemmour. Ça, c'est le discours de. Et ça, c'est le mecs qui vont finir par voter Zemmour, tu sais. Ça, c'est le discours de la gauche pro-beauf, ça. Oui. C'est le discours de la gauche souverainiste, etc., de Enthoven, de Fourest, de dire pour garder notre espace central, on est obligé de se dire ni woke ni Zemmour. Mais ça, c'est des clivages, je te dis, des années 2020 en crise populiste, etc., qui donnaient une place triangulaire à l'espace bourgeois, bloc bourgeois, etc. Ceux-là sont en train de tomber un à un. Tant mieux. Je veux dire, moi, Enthoven, tout ça, je veux dire, petit à petit, ça commence à se détruire. Je crois que toutes les espaces de confusion, toi, bah, t'en as fait ta mission, pas du ring. Moïse. Premier, le Moïse des rouges-bruns, mais c'est vraiment très intéressant, tu vois. Voilà, mais il y a d'autres espaces de confusion qui vont éclater. L'espace de confusion, t'as fait le débat apolitique, asyndical. Bah, tout ça, on voit que petit à petit, eh ben, c'est en train de se détruire grâce, même s'il y a eu plein de limites à l'intersyndical, etc. Les gens se reposent des questions sur le syndicat, rien que le fait de critiquer le syndicat, de dire ah, le syndicat, j'aurais dû faire ci, faire ça, c'est déjà un progrès. Et en plus, c'est ce que je disais au Canard, t'es d'accord avec les gens de la CGT parce qu'ils ont voté contre le rapport d'activité, tu vois. Donc même la CGT est au courant en fait que l'intersyndical ne suffit pas et que la CGT doit être réformée, tu vois. Donc tout ça, tu vois, la critique des structures, tu vois, tout ça. Mais même, tu vois, il y a un truc qui était fondamental aussi dans la période dont on a parlé, on a parlé du confus, etc. Mais même le conspirationnisme. Moi, je fais le pari que le complotisme, le conspirationnisme va reculer. Ça recule déjà. Parce que non, mais il recule déjà justement parce que il y a des blocs concrets qui se dessinent avec des projets concrets qui se dessinent. Et c'est là où la gauche politique et syndicale, il faut aussi sortir de cette ambivalence, ce front unique, là doit être concret. Donc quand nous on dit l'intersyndicale, elle doit appeler à une journée de grève en justice à Naël, ouais, tout le monde qui saigne du nez, mais c'est voilà, on donne l'orientation. Le conspirationnisme, tu sais, c'est le parcours de Soral. En 2007, Soral, beaucoup de gens l'écoutaient et ça paraissait cohérent et tout. Alors quand tu réécoutes aujourd'hui, tu te dis ouais, en fait, c'était déjà conspi, tu vois. Maintenant, plus personne n'écoute Soral. Enfin, maintenant, si, il y a quelques conspirationnistes qui sont restés, tu vois, mais genre, ça tient plus du tout. Et c'est exactement pareil aujourd'hui, même pour être conspirationniste pendant le vaccin, il y en avait. Mais la plupart, c'était je crois quand même au vaccin, je me suis quand même fait vacciner, mais je suis pas pour la 4e dose. C'est déjà pas du conspirationnisme en mode, tu vois, enfin. En plus, les gens qui étaient anti-vaccin, plus le temps passe, puis ils vont se dire waouh, j'ai vrillé, quoi, parce que personne n'est mort en masse. Enfin, tu vois, c'est. À la fin, moi, une fois, j'avais dit pour rigoler sur Twitter, à la fin, les conspirationnistes, ils nous diront regardez les gens qui ont pris le vaccin
en moyenne, 80 ans après, ils sont morts. On avait raison. C'est un peu ça, ouais. Tu veux toujours retomber sur un truc Ouais. de... Mais euh, donc non, voilà. Et c'est là où je dis ce qu'on disait, c'est allez. J'ai aussi fait un tweet tout à l'heure. Je disais il y a des bandes, il y a des bandeurs de médiathèque qui n'ont jamais lu un livre dans Twitter. Et les gens disaient parce que tout le monde disait ah, brûler une médiathèque. Et l'idée c'était pas d'appeler Alors que, à alors que tu lis plus que tous ces mecs réunis. Mais l'idée, c'était pas d'appeler à brûler des médiathèques. L'idée, c'était de se dire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ne lisent pas de livres, qui reprochent à d'autres gens de ne pas lire de livres, d'aller brûler l'endroit où il y a des livres. Tu vois, c'est ça qui m'amuse. Euh, Effectivement, le problème de la médiathèque, c'est que c'est un espace hyper symbolique culturellement dont la majorité des gens qui sont dans les classes populaires, et donc ça c'est les banlieues, la ruralité, etc., les quartiers REP, etc., les réseaux d'éducation prioritaire, sont exclus, pas de fait, pas parce qu'il y a des vigiles, mais parce il y a pas on leur enseigne pas les structures mentales, il y a pas de développement à l'école qui est Bien sûr. un levier de coercition. Et d'ailleurs, maintenant, on a dit, tiens, on va étendre les heures pour pouvoir. Voilà. Bientôt, on aura l'école de nuit obligatoire en RED+. Et puis, on dira, pour faire des économies, on va la mettre à Fresnes ou à Fleury-Mérogis. Mais vous inquiétez pas, c'est toujours une école. Mais, Il y a des barreaux, mais t'inquiète, c'est pas non, grave. mais vous inquiétez pas, ils sont, voilà, c'est pour la Il y mixité. a des Euh, miradors dans la cour de récré. non, tu vois, mais c'est toujours une école, hein, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Donc, on leur récite la loi de 1905. Et donc, et donc voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est de se dire comment ça se fait que des gens qui lisent pas reprochent à des gens qui lisent pas d'aller brûler un endroit où il y a des livres. Bah, normalement, si t'interroges concrètement les structures, ça devrait dire des gens, euh, moi, j'ai rien à foutre des livres, eux, ils en ont rien à foutre, ils ont qu'à le brûler, tu vois. Eh ben non, le clivage, il est là. Et ce qu'on disait au tout début, entre les intégrés et les non intégrés, Mm. les civilisés et les barbares. Je ne lis pas de livres, mais j'appartiens à la civilisation qui lit des livres. Et brûler une médiathèque, c'est ce qu'il y a de pire au monde, tu vois. Voilà. Alors, médiathèque, où il y a des livres, où personne ne va les emprunter. Enfin, je veux dire, il faut se voir ce que c'est les taux de fréquentation des bibliothèques ou des médiathèques. Hein. Il n'y a pas de queue, tu vois, pour aller à la médiathèque. Il faut être un peu concret, quoi. C'est pas, tu te dis pas, tiens, j'ai pris ma place à la médiathèque pour samedi prochain. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer, je sais pas si je vais pouvoir avoir ce livre. Tu veux pas me revendre une place pour rentrer à la médiathèque, 300 euros sur le marché noir. C'est pas tu vois, c'est pas un concert de Beyoncé ou une place du PSG. Donc tu te dis, et là les mecs sont au taquet quoi. Ouah, la bibliothèque, quoi, on attend. Mais, et en fait, tu comprends que tu as une structure dominante de race culturelle, tu vois, qui est pas ni raciale, mais qui est culturelle, genre la Ouais. civilisation contre la barbarie, tu vois. Mm. Ouais, ouais, carrément, Et, carrément. et ça, c'est passionnant. Mais Ça, c'est passionnant. c'est les Et mômes donc, qui. C'est un oui, machin, avant l'école, c'était dur, on nous tapait sur les doigts et tout, alors que eux, ils ont vécu dans une école où on les tapait pas sur les doigts, ils ont été pas très bons, ils aimaient pas ça, ils séchaient les cours et tout. Mais quand c'est un arabe qui le fait, les mecs, ils sont là, oui, c'est honteux, il faut que ce soit plus carré. Tu sais. et là, et donc là, du coup, la question du progressisme, c'est aussi de dépasser ça. C'est aussi de se dépasser justement le côté. Les médiathèques, c'est super, même s'il y a personne dedans dans les quartiers, tu vois. Ou même dans la réalité, hein, ce sera la même chose, hein, dans les classes populaires. Euh, voilà, c'est aussi de se dire, voilà, c'est quoi la culture, c'est quoi le livre, Mhm. tu vois, voilà, c'est quoi l'école, voilà, c'est quoi une école qui forme vraiment, enfin, tu vois, qui oriente vraiment les gens à avoir un esprit critique et qui ne sert pas simplement à faire du contrôle social, à la division du travail, tu vois. Mhm. Non, bien sûr. L'interdiction de l'orientation avant 18 ans, tu vois. On peut penser plein de choses de l'école, tu vois. Je veux dire, enfin, je veux dire, l'interdiction de l'orientation avant un certain niveau d'acquis, tu vois. Et tu te dis, bah, les gens, ils viennent à l'école, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de machin, ils sortent quand ils ont acquis tout ça. Tu vois. Peu importe qui ils sont. Et il y en a, ça prend 25 ans, il y en a que ça prendra 15 ans, c'est pas de problème, tu vois. Enfin, il y a plein de possibilités concrètes de se poser la question de l'école, tu vois. Mhm. Et Et puis on parle, tu vois, de Naël comme d'un délinquant et tout. Je sais pas si ça a été confirmé pour son casier et tout, mais faut se rendre compte qu'il y a des gens. euh,
ils ont des institutions qu'ils ressentent comme étant extérieures à leur famille, comme étant orientées souvent vers leur culture, ou la culture de leur famille. Ils ne mettent aucun sens derrière ce qui est fait parce qu'ils savent très bien que de toute façon les places pour avoir un métier via l'école où ils vont bien gagner leur vie, ce sera pas pour eux. Et donc du coup après tu vois, ils mettent aucun sens à l'ordre social établi, à l'État. Et donc après forcément ils se retrouvent dans des situations où ils peuvent se dire bah c'est pareil pour le permis, ça n'a pas de sens, tu vois, enfin je veux dire c'est quelque chose d'extérieur à eux, et toutes les règles étatiques se retrouvent braquées contre eux, et forcément ces mecs là sont beaucoup plus à même d'être dans la délinquance, dans des choses du genre. En plus ils sont beaucoup plus contrôlés, donc forcément ils ont beaucoup plus de casiers judiciaires. Bah oui. Et c'est la désintégration, et la question n'est pas de leur réintégration. La question est de la désintégration des structures qui désintègrent. Ah, ça fait un peu prof d'université. Oh là là, mais, ça fait l'ordon, ça fait la gannerie. Ouais, un peu, ouais. Bourdieu, un peu. Mais tu vois, mais c'est quand même ça. L'idée, c'est pas de se dire il faut qu'ils se réintègrent. Non, la question, c'est de se dire c'est quoi les nouvelles structures qu'on met en place qui font que ces personnes-là sont déjà intégrées, tu vois. Voilà. Et qu'on dise pas tu peux en faire partie, mais il va falloir te renier en partie. Contrairement à d'autres, racialement, vous pouvez en faire partie en affirmant ce que vous êtes. C'est quand même pas la même chose. Bah oui, oui c'est le fameux oui. Non mais qu'est-ce qui lui empêche elle peut faire ce job, mais il faut qu'elle enlève son voile. Oui, mais bon, si ça fait partie de toute son identité, toute sa construction identitaire, pourquoi est-ce qu'elle doit choisir entre ce qu'elle est et son boulot, tu vois. Enfin... Moi, je t'invite pas du ring. T'es invité à une soirée entre potes parce que tu fais partie de la bande. Mais toi, contrairement aux autres, si tu viens, faudrait que tu arrêtes de parler de ça, faudrait que tu ailles t'acheter ce genre de vêtements, et il faudrait que tu dises pas ton métier, tu vois. Mais t'inquiète, t'es le bienvenu. Ouais, t'es considéré comme les autres, tu vois. Ouais, mais je fais la vaisselle ou pas en plus? J'ai pas compris, tu vois. Donc, c'est exactement ça, tu vois. Donc, non, la question, elle est a priori maintenant. Voilà. Maintenant, il y a un collectif clair, net, précis. Là, il est déjà là, comme dirait Friot. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas qu'est-ce qu'on fait de ça, pas qu'est-ce qu'on fait machin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, c'est la contrainte matérielle. Voilà, les gens sont là, on fait avec, d'accord? Et ils continueront d'être là, et ils ont raison de continuer à vouloir être là tels qu'ils sont. La réponse de la droite à ça, c'est les gens sont là, on veut qu'ils soient plus là, soit par la falsification, soit par la rémigration, en gros. Exactement. Voilà. Et donc c'est tout l'inverse qu'il faut qu'on construise. Et justement, je vais finir. Et puis là, faut qu'on stoppe. Mais je vais finir. Que tu disais sur la catégorie. Oui, mais regardez son casier, il est peut-être pas, tu vois. Mais c'est le pire du pire. Ça, c'est vraiment la fascisation. C'est justement d'être dans le progrès, dans l'état de droit. C'est justement que tu traites, même, ce qui n'est pas le cas de Naël, etc., mais même si c'était le pire des... Tu vois, tu le traites comme tout le monde. Parce que c'est la séparation de l'étape. C'est comme... tu vois, enfin, t'es médecin, t'as un pédophile et tout, tu le traites comme tout le monde. Sinon, oui, il y a des moments de l'histoire où c'est pas le cas, mais c'est problématique, tu vois. Et c'est l'idéalisme à la fin du truc. Les mieux traités en justice sont les gens qui se comportent le mieux. Bah oui, parce que du coup, ils sont jamais devant la justice, ces gens-là. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est un processus de normalisation. Tu commences à dire ceux qui vont se faire le mieux traiter en justice, c'est ceux qui ne passent pas devant la justice. Bah, dis donc, t'es payé à rien foutre du coup. Tu vois. Parce que, par définition, faire la justice, c'est être face à des gens qui sont... qui ont des comportements qui ne correspondent pas à certaines normes, tu vois. Et c'est là où il y a une forme de la justice, de considérer ce que c'est la norme, de la replacer dans le contexte social, sociologique, etc. Il y a vraiment une justice progressiste à faire, pas qu'une justice applicative, de surresponsabilisation individuelle, moralisante, etc. Tu vois. Et donc justement, c'est de se dire, bah oui, on traite... Et là, on rebascule, mais sur comment on a traité IQCN, comment on a traité des associations musulmanes, etc., en se disant, mais ces gens-là, ils ont des idéologies, moi j'en ai rien à foutre, etc., ils ont dit des trucs, etc.
Eh ben ouais, eh ben on les traite comme si c'était Jean-Marc Machin Bien sûr, bien sûr, bien qui sûr. avait fait, Mais ça, tu vois? il est bon pour le coup, Wissam, hein, il en parle souvent. Il dit euh, les réacs, en gros, et même pas que les réacs d'ailleurs, même la gauche blanche et tout, veulent des musulmans qui soient exemplaires pour les défendre. Alors qu'en réalité, quand Ouais, tu as à défendre quelqu'un, en général, c'est qu'il n'a pas été exemplaire. ouais. Et donc du coup, c'est toujours ah ouais, mais oh machin, ouais, son frère était dealer, ah bah Naël, il avait peut-être un casier, et Kouissen, il était anti. Oui, mais d'accord, mais c'est pas pour son antisémite là son antisémitisme qu'on est en train de le juger, on est en train de dire qu'il y a une procédure d'exception envers un mec parce qu'il est rebeu. Enfin, On va ça n'a rien finir, à on voir, va tu vois. finir, on va finir justement sur le progressisme et le progressisme réellement concret. Parce que c'est ça que c'est-à-dire que quand Wissam critique un progressisme concret, en fait, il dit quelle est la concrétisation des gens progressistes. Et en fait, en fait, c'est des politiques conservatrices et réactionnaires. Bien sûr. Donc en fait, c'est un progressisme abstrait. La question, c'est qu'est-ce que c'est un progressisme réellement concret? Eh ben, on va le dire dans l'histoire. Voilà. Le droit, la sortie du droit spécifique particulier pour le droit commun positif par la bourgeoisie, contrairement au droit féodal, arbitraire, etc., même si c'est à nuancer, etc., mais est un acquis qu'il faut défendre coûte que coûte. On traite tout le monde par essence de la même manière en justice, peu importe les actes qu'il a fait. Si tu commences à revenir sur du droit particulier, c'est de la réaction et clairement, hein, ça c'est les processus de fascisation. Mm. Tous les fascistes remettent du droit particulier, enfin du droit arbitraire, etc., dans leur structure sociale. Donc, euh, c'est le débouché qu'il faut qu'on construise. Bien sûr. Ouais. Bon bah très bien. Bon bah, on va en rester là. Et puis on en reparlera peut-être, hein. J'imagine que c'est pas terminé de toute façon. Je sais pas ce qu'on peut dire d'autre. En tous les cas, soutien à la famille de Naël, à la famille de tous ceux Soutien à la aussi famille, qui euh, sont décédés sans que ce soit filmé, hein. ouais, soutien à la famille, peu importe comment elle exprime sa peine, qu'elle soit Hmm. souriante, qu'elle soit combative, etc. Les gens qui jugent des mères de famille qui ont perdu leur enfant sont les pires salopards en ce monde. Hmm. Euh, et il est hors de question de faire société avec des salopes comme eux. Donc, Mais j'ai vu un mec clairement, de l'Action française, il QRT la meuf et il met sale pute. voilà. Genre, t'imagines le niveau, tu te dis ouais, moi je suis catholique social, Non, ah ouais, mais- sous le roi c'était beaucoup plus social, c'était mieux. Et le mec, t'as une mère qui perd son enfant, qui est dans une phase de deuil, peut-être dans le déni pour l'instant. Enfin, on sait que le déni ça fait non, partie en du deuil plus, et tout. Et le mec, il la traite de pute. Enfin, donc hallucinant quoi. non, il y a des barrières. C'est des mecs, et en plus, c'est des mecs qui citent Michéa, tu sais, la commande des Sancy, tu vois. Ouais, c'est Qui a ça, ouais, c'est ça. qui est un espèce de faux concept, mais qui peut être quelque chose d'assez sensible, etc. Je veux dire, pas juger une mère qui a perdu son enfant. Tu vois, si la commande des Sancy, c'est pas ça, Bah oui, bah c'est rien du tout, en fait, ouais, quoi. bien sûr, bien sûr. Bon, bah merci beaucoup, Position Revue. À la prochaine. Je vous invite à aller vous abonner sur Twitter, à aller voir le site de Position Revue. Et puis, de toute façon, Position Revue reviendra nous apporter ses lumières de prochaine fois. Lumière progressiste. C'est ça. Le Allez, à plus. voltairisme. Ciao!